Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes ravis en ce début de semaine de vous accueillir une nouvelle fois dans notre émission. Bonjour Eric. Bonjour Magali. C'est une semaine capitale que nous allons vivre ensemble. C'est soit un accord en Iran, soit c'est la guerre. La pression américaine est telle sur le pays qu'à l'instant même, le président iranien vient d'entamer des pourparlers avec les États-Unis quand on sait que les relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays depuis 40 ans. Vous imaginez la prouesse que ça pourrait être si jamais il y avait un accord effectivement dans les tout prochains jours. On essaiera d'en savoir davantage avec nos équipes qui sont sur place, nos journalistes, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté d'Oman, tout près de l'Iran, donc au niveau du détroit d'Ormuz. On les rejoint dans quelques minutes. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, qu'on va parler dans un instant aussi de cette une visioconférence entre Donald Trump et Téhéran. Ça paraît un peu fou d'imaginer, mais oui, il y aura a priori une visioconférence, ce qui est tout à fait unique, singulier, même historique, entre Washington et Téhéran. On va parler également des agents du Mossad, des agents secrets israéliens qui se trouvent en ce moment à Téhéran et en Iran. Ils sont très nombreux. Nous commençons à avoir des informations nouvelles justement sur leur présence. Que font-ils ? Qui sont-ils ? Où sont-ils ? On ne va pas les localiser bien évidemment, mais sur leur périmètre d'action, on a appris des choses et on vous en parlera aujourd'hui dans Brunet sans filtre. Et dans l'émission, on s'intéressera à une autre idée, celle du MEDEF qui crée la polémique. Le patronat propose un nouveau type de CDI destiné aux jeunes, un contrat plus flexible qui peut être rompu à tout moment. Alors, est-ce que c'est une bonne idée pour lutter contre le chômage des jeunes ou alors est-ce que c'est une déclaration de guerre comme l'estime la CGT? On en débat bien évidemment. Ça rappelle le CPE, c'était quand le CPE 2006. Dominique de Villepin, 2006, souvenez-vous. C'est à peu près les mêmes slogans dans la rue. Enfin, ils ne sont pas encore tout à fait dans la rue, mais ils sont dans la bouche des leaders syndicaux aujourd'hui. Ce sont les mêmes phrases, pratiquement. Allez, c'est parti. Et on part tout de suite retrouver notre équipe. Elle se trouve à Oman, au niveau du mythique et légendaire détroit d'Ormuz. La guerre en Iran est-elle en train de s'éloigner ? D'après des informations de presse, Donald Trump pourrait donc, je le disais tout à l'heure, envisager une visioconférence entre lui-même, Trump, et Téhéran. On va retrouver sur place Xavier de Giacomoni et Morgan Pope. Bonjour. Est-ce que localement, où vous vous trouvez là en ce moment, devant ce détroit d'Ormuz, est-ce que vous humez des signes d'apaisement ? Ce que l'on hume, surtout ici au niveau du détroit d'Ormuz, c'est des signes de préparatifs des deux côtés, côté américain, côté iranien, à 250-300 milles nautiques d'ici, dans le golfe d'Oman, il y a le porte-avions Abraham Lincoln, qui lui est toujours là, bien présent, et qui est prêt à faire partir ses avions en imposant une puissance maximale sur les rangs, une grande pression qui pèse sur cette volonté de négociation de Donald Trump. Et puis tout autour du Golfe, évidemment, il y a les bases américaines qui sont toujours en alerte maximale. Morgan Pope va vous montrer ce fameux détroit d'Ormuz, vous allez comprendre. Là voilà, là nous sommes sur les côtes omanaises et tout au fond là-bas c'est l'Iran, mais il y a à peine une cinquantaine de kilomètres. Et là où vous montre Morgan, eh bien il y a la ville de Bandar Abbas où il y a le siège des forces navales des gardiens de la Révolution. Alors vous savez qu'ils ont annulé leur exercice qui était prévu hier et aujourd'hui. En revanche, ce qu'on a appris, c'est qu'un drone d'observation iranien est parti survoler le golfe d'Oman en limite mer d'Arabie pour éventuellement tenter de repérer l'Abraham Lincoln, une espèce de signe de provocation de la part des Iraniens. Et puis à l'instant même où je vous parle, Eric, dans le ciel au-dessus de moi, il y a un Boeing Poséidon P-8, un avion d'observation américain qui ne perd rien, mais vraiment absolument rien de tout ce qui se passe dans le détroit et notamment des mouvements, des vedettes des gardiens de la Révolution équipés de missiles à courte portée. Très intéressant. Merci, Xavier Giacomoni. C'est intéressant parce que je lui ai dit « humez-vous quelque chose ?» Je me suis dit, voilà, il y a des gens qui lisent dans les lignes de la main. Lui, il lit, Xavier, sur la ligne d'horizon avec les mouvements des bateaux dans le ciel, avec les mouvements des avions. Quel est le niveau de nervosité et sur le plan régional. Bon, ce qu'on comprend, c'est que malgré
les discours qui vont plutôt vers la paix, la préparation, elle, et l'intensité demeurent. Effectivement, et on retrouve bien évidemment Xavier de Giacomoni un peu plus tard dans l'émission. En tout cas, sachez-le, il y a quelques minutes à peine, le président iranien a ordonné d'entamer des pourparlers avec les États-Unis. On sent quand même que ce sont les négociations pour le moment qui sont privilégiées du côté iranien, du côté aussi des États-Unis. Puisque regardez ces images, c'est Donald Trump hier qui a répondu à la presse. C'était hier soir, Donald Trump qui réagissait à la prise de parole de guide suprême Ali Khamenei, qui était silencieux depuis 2 semaines. Il a réagi à ces dernières menaces qui pèsent sur les États-Unis. Donc évidemment, Donald Trump a répliqué, tout en laissant entendre qu'il privilégiait effectivement la voie des négociations. Écoutez. À propos de l'Iran, le guide suprême a déclaré aujourd'hui qu'une attaque américaine pourrait déclencher une guerre régionale. Avez-vous une réponse à cela ? Pourquoi il ne dirait pas ça ? Bien sûr qu'il dit ça. Mais nous avons les plus grands, les plus puissants navires du monde sur place. Nous sommes juste à côté, à quelques jours. Et j'espère qu'on va trouver un accord. Sinon, nous verrons bien s'il avait raison ou pas. Alors, on va maintenant se rendre tout de suite en Israël parce que nous y attend Betsabé Salem, notre journaliste sur place. Et Betsabé, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que ce scénario qui pourrait se dessiner d'une négociation, ça n'arrange pas vraiment les Israéliens qui auraient bien aimé que les États-Unis frappent à nouveau, en particulier sur les sites d'enrichissement nucléaire. J'ai l'impression que ces perspectives d'une négociation entre Washington et Téhéran agacent quelque peu le pouvoir aujourd'hui à Tel Aviv. Qu'en pensez-vous, à Jérusalem ? À Tel Aviv, avec une toute petite précision, c'est que à l'heure actuelle, ce qui inquiète le plus les Israéliens, ce n'est pas le programme nucléaire, mais c'est le programme des missiles balistiques, parce que les services de renseignement israéliens considèrent que depuis la guerre des 12 jours en juin dernier, eh bien l'Iran est parvenu à reconstituer son stock de missiles balistiques avec des missiles encore plus puissants, encore plus précis, encore plus meurtriers. Et c'est aujourd'hui ça qui est considéré par Israël comme une menace existentielle et une menace plus urgente que celle du nucléaire. Alors pour essayer de convaincre la Maison-Blanche d'attaquer l'Iran, il y a pas mal d'informations qui ont été partagées récemment entre Israël et les États-Unis, des renseignements qui ont été acquis notamment sur le terrain, notamment par le Mossad, par Israël. D'ailleurs, il y a des visites récemment de hauts responsables du renseignement israélien qui se sont rendus à Washington, qui ont rencontré les responsables du Pentagone, notamment partager des renseignements sur la répression des manifestations en Iran ou encore juste cette production très dangereuse de missiles balistiques, même si ces réunions, bien sûr, ont sans doute porté aussi sur de possibles plans d'attaque et de défense. Merci Betsabé Salem, merci beaucoup. Donc on va revenir dans Brunet sans filtre aujourd'hui sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est que cette visio-conférence entre Donald Trump et les Iraniens ? Est-ce qu'elle va avoir lieu quand, demain, après ? Quelles seront les modalités de ce scénario de visioconférence ? On parlera également du nucléaire. Est-ce qu'on perçoit vraiment les Iraniens aujourd'hui prêts à mettre un coup d'arrêt à leur programme militaire nucléaire? Donc ça c'est vraiment... Et puis je suis désolé, moi qui aime bien penser contre moi-même, on se posera la question tous ensemble, est-ce que c'est un petit succès de Trump là ? Trump était sur le plan international dans un petit passage à vide, le Groenland, le Canada, on commençait à se gratter la tête, nous les Occidentaux, à dire décidément il est incorrigible, il est fou. Oui, mais ça, ce qu'il est en train de mettre en œuvre maintenant, si ça pouvait porter ses fruits dans les prochains jours, ce serait peut-être sans doute apporté à son crédit. Voilà le débat que nous aurons, les débats qu'on aura dans un instant sur ce volet international. Maintenant, on va passer à la politique intérieure. Effectivement, l'actualité en France avec tout d'abord, après 3 semaines de procès, dernière journée d'audience dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Marine Le Pen connaîtra la peine requise à son encontre demain. Alison Tassin et Alexis Tessier, vous suivez l'audience aujourd'hui. Est-ce qu'on va revoir Marine Le Pen à la barre aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui est étudiée la personnalité des prévenus par la Cour cet après-midi. C'est une des dernières possibilités pour eux de s'expliquer à la barre et donc potentiellement de corriger le tir. La semaine dernière a été particulièrement difficile pour la défense qui a dû reconnaître ici ou là quelques aveux, quelques concessions. On pense notamment à Bruno Gollnisch, l'ancien numéro 2 du FN qui a admis une organisation plutôt qu'un système, ou encore à l'ancienne assistante
assistante de Marine Le Pen, Catherine Griset, qui a admis avoir travaillé à hauteur d'environ 20% pour la présidente du FN, alors qu'elle était payée par le Parlement européen. On guettera donc cet après-midi l'attitude de Marine Le Pen et comment va-t-elle essayer de compenser ce qui s'est déroulé la semaine dernière avant, vous le disiez, un moment phare, un moment clé de ce procès demain après-midi, le temps des réquisitions. Merci Alison Tassin. Et puis vous allez regarder dans un instant ces images. L'état de deux véhicules qui ont été percutés, qui se sont percutés, trahissent la violence du choc. Hier soir, après un refus d'obtempérer, eh bien un conducteur en fuite a percuté une voiture de police. Nous sommes tout près de Nantes. Les 3 agents sont sérieusement blessés, les 3 agents de police. Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a aussitôt réagi et il a estimé que les policiers ont été volontairement percutés près de Nantes. La famille du petit Émile réclame de nouvelles investigations. Le petit garçon, vous le savez, avait été porté disparu à l'été de 2023. L'avocat de la grand-mère demande à ce que les lieux autour du hameau où il avait disparu, soient fouillés. Écoutez-le tout à l'heure à notre micro. Lorsque l'on se rend sur le site du Haut-Vernay, il y a d'une part le village composé de différentes habitations, et puis vous avez d'assez vastes étendues alentour, pour la plupart composés de terres agricoles. Il y a également naturellement des hangars, des granges désaffectés pour une partie, exploités pour d'autres, et c'est à travers ces différents sites que nous estimons que de nouvelles investigations devraient être conduites. Voilà, et puis il faut que nous vous parlions météo un peu de cette hallucinante vague de froid polaire, une vague de froid vraiment polaire, qui touche l'Europe de l'Est. C'est de l'air qui vient directement du pôle Nord, mesdames, messieurs, qui traverse une partie du continent. Et je vais vous donner quelques températures, écoutez bien, vous ne rêvez pas. Moins 29 degrés Celsius à Vilnius, on est en Europe. Moins 24 degrés Celsius à Kiev. On pense à ceux qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui en Ukraine. Je peux vous dire que moins 24 degrés Celsius, ce sont des températures terribles à affronter. Et puis à Helsinki en Finlande, on est à moins 17 degrés Celsius. Cette vague de froid n'atteindra pas la France. Donc sur ce registre, vous pouvez être rassurés, mais elle profite toujours, notre pays, de cette espèce de douceur océanique qui nous protège des frimas et des rigueurs hivernales qui viennent du Nord. Ouais, vous imaginez la différence, il fait à peu près 10 degrés chez nous. Effectivement, c'est pas tout à fait la même ambiance. On va terminer par un petit sondage. Est-ce que vous savez quelles sont les villes les plus agréables en France pour vivre, Eric ? Moi, je dirais Lectoure dans le Gers. Pas mal. Malheureusement, elle fait pas partie du top 3, mais pourquoi pas un séjour, vous donnez des idées. Est-ce que c'est à la ville ? Est-ce que c'est à la campagne ? Est-ce que c'est au bord de la mer ? La réponse avec Margot Perry. Surfer sur la vague, du bonheur. Repère des surfeurs, autrefois impérial, Biarritz, en tête des villes où il fait bon vivre, pour la 2e année consécutive. C'est du bonheur, de la chaleur. Il y a un beau soleil, un vrai bonheur. Pour établir ce classement, près de 200 critères sont étudiés, des prix de l'immobilier aux conditions climatiques en passant par la sécurité. Elle avance d'une place. Annecy, la Venise des Alpes, décroche la 2e position. Si on continue dans le fond, là, tout ce qu'on va avoir dans le fond, c'est les chaînes de montagnes qui est en Savoie. Donc les Alpes de Savoie, on est à la frontière avec l'Italie. Sur la 3e marche du podium, Angers, haut placé dans le top, comme de nombreuses communes de la façade ouest de l'Hexagone. Petit moment de calme, les oiseaux. Ici, c'est détente pour tout le monde. En général, tout le monde a le sourire quand ils viennent chez nous. Du côté des villages, Éperon en Normandie décroche une nouvelle fois la première place du classement. Ce qui est intéressant, Magali, c'est qu'avant, c'était toujours Nantes et Rennes qui gagnaient ces palmarès des villes où il faisait bon vivre. Chaque année, l'Express, le Point, tous les palmarès. Écoutez, Nantes et Rennes ont dû perdre un peu de leur superbe. Et alors maintenant, sont des villes un peu plus moyennes. Biarritz, etc. sont des villes, à croire que les grandes villes, les grandes capitales régionales sont devenues moins agréables à vivre. Enfin, ça, c'est vous qui jugez. Nous, on est des simples observateurs. Mais cela ne nous regarde pas. Voilà, c'est ça. On va pas se mêler de ça. Restez avec nous parce qu'il va falloir qu'on se gratte un peu tous la tête ensemble.
Et si Donald Trump, qui était dans un creux quand même avec l'affaire canadienne, l'affaire du Groenland, voilà, sur le plan international, et s'il était en train de réussir quelque chose qui relève de la virtuosité aujourd'hui en Iran, ça vaut le coup qu'on s'y attarde quelques instants. On va parler de la perspective de visioconférence qu'il pourrait y avoir entre Washington, Donald Trump d'un côté et le président iranien de l'autre. C'est absolument fou, voilà. Et on se posera quand même la question, est-ce que vraiment, de façon sincère, les Iraniens sont prêts à renoncer à leur programme nucléaire militaire? À tout de suite. Que vous soyez de gauche, de droite, du centre, de nulle part ou d'ailleurs, cette émission est la vôtre et nous pensons comme tous les jours à la grande diaspora iranienne qui est un peu perdue dans les pays francophones et qui regarde LCI, alors où qu'elle soit. Cette diaspora iranienne, nous l'embrassons fort. Et si vous avez un ami iranien en ce moment ou iranienne, c'est peut-être le moment aussi de lui montrer un tout petit peu de cordialité et d'amitié parce que les Iraniens du monde entier traversent des heures un peu difficiles. Bonjour Magali Lunel. Bonjour. Didier Djali, puisque je parle d'Iranien, est avec nous, sociologue, universitaire, réfugié politique iranien. D'ailleurs, Didier, vous publiez ce livre, Islamisme, Iran, laïcité, histoire d'un affrontement, voilà, aux éditions Eliade. Voilà, donc il est là, il est montré, il y a un petit reflet, mais vous le voyez mieux. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Hélène Bonnet, qui est journaliste au service international LCI. Merci d'être avec nous. Bonjour. Chère Hélène, nous sommes avec Nivin Potros, journaliste à LCI. Merci d'être avec nous. Et nous sommes avec le général Dominique Delors, ancien chef de centre opérationnel interarmé. Vous avez publié Les batailles de la présidente, c'est au Sémaphore en 2024. De quoi s'agit-il? Parce que il s'agit d'une hypothèse où une présidente nationaliste et anti-européenne serait élue. Et donc, dans les différentes hypothèses que j'ai étudiées, c'est celle-là. D'accord. Et elle fait face à un certain nombre de conflits dans l'Indo-Pacifique, en mer Égée et puis en Afrique. Très bien. Mesdames, messieurs, nous avons un certain nombre de questions à nous poser aujourd'hui et on a besoin de vous. D'abord, la première de ces questions, est-ce qu'une paix semble s'amorcer aujourd'hui au Proche-Orient? Vous sembliez dire, mon général, pendant la pub, il a fait la moue. C'est pas sûr, on va en parler dans un instant. Qu'est-ce que c'est, deuxième question, que cette visioconférence qu'il y aurait entre Donald Trump et le pouvoir exécutif à Téhéran? C'est totalement fou. Va-t-il vraiment y avoir une visioconférence? Et puis, Trump est-il en train de tordre le bras et d'une certaine façon de signer une petite victoire là-bas au Proche-Orient, puisqu'il est en train d'obtenir quand même des concessions qui ne sont pas anodines, puisque juste avant de commencer l'émission, on a appris un truc absolument incroyable. C'est le président iranien qui s'est exprimé. Alors ce sont des sources qui rapportent l'ordre que vient de donner le président iranien, donc Massoud Pezeshkian, qui ordonne l'ouverture de pourparlers avec les États-Unis. Donc c'est la base, c'est les négociations qui pour le moment tiennent la corde dans cette pression qui est mise par les États-Unis sur le régime iranien. Et Donald Trump lui-même avait laissé entendre qu'il fallait donner sa chance aux négociations. C'était hier soir. Le président américain a été interrogé par la presse parce que quelques heures plus tôt, le guide suprême, Ali Khamenei, était sorti de son silence. Ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas une nouvelle, 2 semaines qu'il ne s'exprimait pas. Hier, il a émis de nouvelles menaces sur les États-Unis. Et voilà la réponse de Donald Trump. À propos de l'Iran, le guide suprême a déclaré aujourd'hui qu'une attaque américaine pourrait déclencher une guerre régionale. Avez-vous une réponse à cela? Pourquoi il ne dirait pas ça? Bien sûr qu'il dit ça. Mais nous avons les plus grands, les plus puissants navires du monde sur place. Nous sommes juste à côté, à quelques jours. Et j'espère qu'on va trouver un accord. Sinon, nous verrons bien s'il avait raison ou pas. Alors, les amis, Nivin, on va aller voir dans un instant avec vous cette histoire de visio qui est absolument hallucinante, qui moi, alors peut-être que je regarde l'histoire par le petit bout de la lorgnette, mais ça m'épate. Bon, on va en parler dans un instant. D'abord, Général Dominique Delors, vous avez 30 secondes, pas une de plus, pour me dire si vous pensez, là, de façon un peu intuitive, qu'on va vers des négociations et que le scénario de la paix est en train de l'emporter sur celui de la guerre au Proche-Orient. On peut jouer les deux. On peut jouer la discussion, bien sûr, parce que ce serait peut-être le plus raisonnable, mais ça n'empêche pas de se renforcer pendant toute cette période-là et d'amener des moyens supplémentaires et d'augmenter la pression dans l'hypothèse d'un conflit. Ouais, donc, j'ai appris d'ailleurs, on a appris que les Américains étaient en train de bouger des batteries anti-missiles là-bas, anti-aériennes,
pour protéger Israël, etc. Oui, protéger Israël, mais protéger aussi les pays arabes, leurs bases, et puis renforcer leur capacité d'attaque. Donc tout le temps qui passe est valable aussi pour le renforcement des capacités. Hélène Bonnet, sur la base des informations que vous avez, alors vous n'êtes pas Madame Soleil, vous êtes une journaliste rationnelle et objective, mais qu'est-ce que vous répondriez si je vous posais la même question? Est-ce que ça sent l'appel à négociation ou pas forcément? On est dans une phase effectivement de négociation qui semble s'ouvrir, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la région qui font pression pour qu'il y ait des discussions et qui disent aux Américains attendez, on va pas y aller tout de suite, peut-être qu'il y a matière à obtenir ce que vous voulez par la négociation. Et je pense que si Trump peut obtenir d'ailleurs ce qu'il veut, ses objectifs par ce canal-là, il le fera, il s'en privera pas. Effectivement, ça l'empêche pas de continuer à augmenter la pression. C'est comme ça d'ailleurs. C'est parce qu'il a amené tous ces moyens que les Iraniens déclarent qu'ils sont d'accord pour ouvrir des négociations. Même question à vous, tiens, Didier Djadi. Moi, je pense que la question de la négociation existe depuis un certain temps, mais également depuis le démarrage effectivement de cette tension-là. D'une manière directe ou indirecte, on a évoqué la négociation. Et encore aujourd'hui, comme vous venez de l'annoncer, que le président iranien, qui est effectivement au service de Khamenei, si Khamenei veut, il fait tel ou tel geste. Donc, il a ordonné donc la négociation là. Donc, ça fait partie du système islamique pour provoquer toujours une certaine perturbation dans le milieu politique international. Mais le régime lui-même, à mon avis, n'abandonne jamais ses grands objectifs, car ces objectifs-là, qui est le nucléaire, qui est etc., font partie de son existence même. Je me régale du point de vue du débat. Je me régale à l'avance de la façon dont vous répondrez dans quelques minutes à notre question suivante. Est-ce que les Iraniens sont aujourd'hui sincèrement et profondément décidés à renoncer au nucléaire militaire? Gardez votre réponse pour tout à l'heure. J'en pressens la teneur. En tout cas, c'est une semaine capitale qui s'amorce effectivement dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bouger d'un côté comme de l'autre? Nivine, quand on lit la presse internationale, il y a une information qui a retenu notre attention ce matin, c'est dans le journal libanais L'Orient le Jour, il pourrait y avoir une discussion directe entre les présidents américains et iraniens. Ça paraissait complètement surréaliste il y a encore quelques jours. Et pourtant, vous l'avez dit, Donald Trump et Massoud Pezeshkian pourraient se rencontrer d'ici la fin de semaine, selon L'Orient le Jour. Les préparatifs se poursuivent en vue d'un contact direct entre le président américain et son homologue iranien. Cette rencontre, elle aurait lieu en visioconférence et ce serait une première. C'est très important. Jamais Donald Trump ne s'est entretenu avec son homologue iranien. Et d'ailleurs, depuis 1979, aucun président américain n'a jamais rencontré un président iranien, à l'exception d'un coup de téléphone entre Barack Obama et Hassan Rouhani en 2013. Sinon, rien du tout. Cela veut dire que si les informations de L'Orient le Jour se confirment, cet appel, il serait tout bonnement historique grâce à l'intervention de plusieurs pays qui œuvrent en coulisses depuis plusieurs jours. La Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, mais aussi le Qatar et la Russie tentent de désamorcer la crise et d'éviter une intervention américaine. Ils pourraient, ces prochains jours, continuer à œuvrer et donc devenir les intermédiaires de cette rencontre en visioconférence historique. Donc. Non, restez là-dessus parce que je sais que vous avez d'autres choses à nous dire. Il y a d'autres éléments qui se préparent justement entre l'Iran et Washington. Bon, d'abord, qui l'eût cru quand même. Enfin, encore une fois, je suis désolé. On va s'efforcer, mon général, de penser contre nous-mêmes. Encore une fois, ce Donald Trump, j'ouvre une parenthèse, qui est au fond du trou, qui a été d'une élégance inouïe avec nos amis canadiens, qui a été d'une élégance inouïe avec nos amis danois et groenlandais, qui nous a choqués, nous, Européens, à tel point que même ces plus fervents supporters ici à LCI commençaient à se boucher le nez quand on les interrogeait sur Donald Trump.
Eh bien, ce Donald Trump est peut-être en train de réussir un petit coup qui pourrait être un petit succès, c'est-à-dire simplement en venant montrer ses gros bras, en faisant une véritable épreuve de force, mais sans passer à l'action, est en train de faire ployer quelque peu la République islamique d'Iran sur la question du nucléaire militaire, etc. Enfin, franchement, dites-le de temps en temps quand c'est une victoire de Trump. Moi, je crois au bras de fer, vous avez raison. Le bras de fer, il est en cours. Par contre, je ne crois pas trop à la visio. Pourquoi ? Parce que le risque d'image est énorme si jamais ça n'aboutit sur rien du tout. Il aurait discuté avec le diable, et ce serait brûlé. Donc, j'y crois pas. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est peut-être l'aube de la paix, mais j'y crois pas trop. Oui, le bras de fer, oui, l'épreuve de force, mais il y aura d'autres rencontres avant. Il y aura d'autres rencontres. Il y en a qui sont prévues, justement, Nive, parce qu'il y a cette rencontre, on le rappelle, visio, peut-être, entre les deux présidents, entre les deux chefs d'État, mais en parallèle, il y a d'autres pourparlers qui sont en préparation. Avec notamment une délégation américaine qui va rencontrer ces prochains jours en Turquie, probablement en Ankara, une délégation iranienne. Et l'information importante, c'est qu'à la tête de cette délégation américaine, il y a Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, à qui on confie les dossiers les plus épineux. Donc c'est lui qu'on voit sur le dossier ukrainien, c'est lui qu'on voit sur le dossier israélien et Gaza, et c'est lui qu'on va voir aussi à l'œuvre pour l'Iran. En Turquie, probablement d'ici la fin de semaine. En face, côté iranien, pour l'instant, aucun nom ne filtre, mais un homme semble jouer un rôle capital ces derniers jours. C'est lui, Ali Larijani, c'est le chef du Conseil de sécurité iranien. C'est l'homme qui murmure à l'oreille de Khamenei. C'est le numéro 2 en réalité du pouvoir iranien. Et selon ses dires, les choses progressent dans la mise en place d'un accord, déclaration faite de retour de son voyage en Russie après sa rencontre avec un certain Vladimir Poutine. Hélène Bonnet, je vous pose la même question que je posais tout à l'heure au général Dominique Delors, parce que c'est vrai qu'il y a une gangue de passion et de déchaînement de passion autour de la personnalité du président américain, Donald Trump. Et on sait particulièrement, nous, à LCI, puisque nous parlons beaucoup des sujets internationaux. Mais là, si on essaie d'enlever toute l'idéologie, quand même, il est, semble-t-il, avec son épreuve de force, parvenu à arriver à un premier résultat qui est assez intéressant quand même. Les Iraniens disent stop, on négocie. Oui, mais parce que deux facteurs. Fragilisation à l'intérieur avec ces manifestations, fragilisation du régime, et puis Donald Trump amène une armada braque les armes en fait sur l'Iran en disant maintenant vous n'avez plus le choix. Donc il y a cette pression qui est faite sur la possibilité d'une visioconférence. Moi je fermerai pas totalement la porte. Alors pas forcément cette semaine évidemment. Je pense qu'il va y avoir des rencontres d'abord avec Steve Witkoff, les émissaires. Ils vont faire leur travail, mais j'exclus pas totalement cette idée que Donald Trump puisse le faire parce qu'il a une diplomatie quand même assez directe. On sait qu'il aime appeler en direct un certain nombre de dirigeants. Alors là c'est pas pareil, c'est quand même le dirigeant iranien, mais ce que je veux dire c'est que il part du principe souvent que s'il s'en mêle, c'est sa croyance, il va pouvoir débloquer des dossiers. On l'a vu, il a eu le même discours vis-à-vis de Vladimir Poutine par le passé. Donc moi, j'exclurais pas totalement cette possibilité. Peut-être pas cette semaine parce qu'il y a d'autres jalons à poser. Mais c'est pas impossible dans les futurs proches. Si les discussions sont sérieuses, évidemment. Alors, vous, quand vous représentez les Iraniens, vous me faites penser également aux Israéliens qui sont dans la région et qui disent, qui ont toujours un peu ce discours, attention, méfiez-vous du régime des mollahs, pour négocier, ils sont toujours là, mais la réalité, c'est qu'ils continuent leur basse œuvre de façon discrète. Je sais que c'est votre position, c'est celle des Israéliens, et qui disent finalement des frappes qui auraient mis un terme par exemple au programme d'enrichissement nucléaire iranien, eh bien nous aurions préféré cela. J'imagine que c'est ainsi résumé votre position, Didier Djadi. Bien sûr, mais permettez-moi de dire la chose suivante. Si jamais il y a cette rencontre télévisée, eh bien là, c'est un élément qui évoque l'échec de la République islamique. Car la République islamique a toujours dit que l'Amérique, c'est le grand Satan
On ne négocie jamais avec le grand Satan. Donc c'est la première défaite donc du régime iranien. Deuxième élément, nous avons vu également la rencontre entre le président américain avec le président de la Corée du Nord. Qu'est-ce que cela a donné? Rien. Donc le régime iranien, qui est effectivement un régime hypocrite, mais en même temps qui cherche effectivement à perturber le monde occidental, car il est dans une situation de faiblesse, bien évidemment, mais que faire en fait? Il doit ouvrir, soi-disant, une séquence du cinéma islamique pour dire que, écoutez là, calmez-vous, on va discuter ensemble, et pour la première fois, le monde entier doit regarder les deux président américain, et puis... vous craignez que ce soit un écran de fumée? Oui, absolument. Et que donc, par rapport à la question, effectivement, à la fois nous, les Iraniens, mais également les Israéliens, là, nous avons une idée commune, que le régime iranien, c'est la source du malheur donc des Iraniens, mais également les perturbations dans la région et du terrorisme également en Occident. Là. Donc tant que ce régime il est là, même s'il fait disons, regardez le même type de démarche, il a en interne. Quand il désigne effectivement le président Pézechian, et tout le monde a dit ah oui, c'est une grande disons des réformes qui est en cours là, mais on a dit non. Détrompez-vous, ce n'est pas vrai là. Et donc aujourd'hui, nous pensons que, moi je pense que si vous voulez, tout cela n'est pas du tout sérieux, si vous voulez. La vérité, c'est que les Américains, ils sont en train de préparer, même s'il y a effectivement cette rencontre, ça ne va pas changer au fond la nature du régime, car le régime doit s'engager dans une logique de guerre. Alors, on va retrouver dans le détroit d'Ormuz notre équipe, figurez-vous, c'est quand même grand luxe, hein, LCI. Voilà, on a une équipe dans le détroit d'Ormuz qui nous attend. C'est Xavier Giacomoni qui est accompagné par Morgan Pop. Rebonjour Xavier. Bon, je disais tout à l'heure avec un petit sourire, pardonnez-moi parfois un peu de sourire dans tout ça, que vous lisiez sur la ligne d'horizon comme d'autres lisent les lignes de la main, n'est-ce pas? Et Dieu sait que le détroit d'Ormuz c'est un lieu stratégique, il faut le rappeler, il y a un pourcentage non négligeable du trafic maritime mondial qui passe dans le détroit d'Ormuz pour se diriger vers le canal de Suez. C'est un lieu stratégique donc fondamental, et on peut un peu lire, pardon de le dire comme ça, mais on peut un peu lire dans la ligne d'horizon du détroit d'Ormuz comme on lit dans les lignes de la main, hein. On peut savoir s'il y a de la tension, on peut savoir s'il y a des vedettes militaires, des bateaux militaires, plus gros que ça, on peut savoir si le trafic est interrompu, s'il est allégé. Alors qu'est-ce que vous lisez, mon cher Xavier, aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz qui est derrière vous? Eric, ça fait 3 jours qu'on parcourt ces rives, ces côtes du détroit d'Ormuz, et on a lu hier une grosse montée de tension avec cette annonce, vous savez, d'exercice militaire de la part des gardiens de la Révolution. Là, nous sommes donc à Oman, dans cette exclave omanaise tout au bout de la péninsule qui donne sur le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, on va vous faire voir ce détroit. Morgan va vous montrer tout ce détroit. Vous voyez les quelques boutres omanais là, qui sont des boutres souvent qui font du commerce entre l'Iran et Oman. Parfois de la contrebande d'ailleurs pour certains d'entre eux. Cigarettes, drogue, des armes, du trafic de clandestins aussi. Il y a beaucoup d'activités dans cette région du monde. Et ce détroit, vous le savez, il voit passer plus de 20% de l'exportation du pétrole mondial depuis le Golfe Persique vers l'ensemble du monde. Alors ce que l'on voit, on ne le voit pas vraiment, mais on le devine, à 500 km d'ici, 250 milles nautiques, il y a le porte-avions Abraham Lincoln. Juste derrière moi, la ville de Bandar Abbas. Alors c'est extrêmement important, nous sommes en Iran et Bandar Abbas, c'est la base navale des gardiens de la Révolution pour surveiller le détroit, surveiller les trafics, y participer extrêmement souvent et puis mettre une énorme pression sur le monde occidental, parce qu'il suffirait aux Iraniens de fermer ce détroit, soit en le minant, soit en coulant directement des pétroliers avec leurs vedettes rapides, pour voir le pétrole augmenter quasiment de 100%. On pourrait passer d'un pétrole de $65 aujourd'hui à peu près, 70, jusqu'à 130, 140. Donc vous voyez, la pression est maximale. Mais aujourd'hui, Eric, il ne faut pas regarder la ligne d'horizon. Aujourd'hui, il faut regarder le ciel. Dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a? Au-dessus de nos têtes, actuellement, un Boeing Poséidon P-8 des Américains
qui surveille toute la région. C'est un avion extrêmement perfectionné qui fait des images radars, qui analyse toutes les communications et qui est en permanence dans le ciel. Ça, on le sait de manière tout à fait pertinente. Et il y a aussi de l'autre côté, dans le golfe d'Oman, proche de la mer d'Arabie, il y a un drone iranien qui a été repéré et qui, lui, cherche à trouver la position exacte du porte-avions américain. Alors, à ce stade, évidemment, pas pour l'attaquer, mais là aussi, pour mettre une pression sur les Américains. Nous pouvons très bien, avec nos drones, aller jusqu'à votre porte-avions. Merci Xavier Giacomoni, vous avez été très très complet. Et franchement, on sort enrichi d'un échange de cette nature. Merci à vous. On y voit plus clair. Général Dominique Delors, ça me fait un peu marrer parce que c'est ce que vous avez dit en préambule de Brunet sans filtre aujourd'hui. Vous avez dit en gros, si vis pacem parabellum, voilà. Donc on peut parler de négociations tant qu'on veut, mais il y a tous les avions américains qui sont autour, là, qui veillent, on les voit pas, mais ils sont là. Tout est prêt pour taper sur les nids de guêpes, notamment évidemment toutes les embarcations des passes d'Aran, soit Bandera-Basse ou dans tout le secteur, pour détruire effectivement toutes les capacités des passes d'Aran avant qu'ils ne mettent l'ensemble de la zone à feu et à sang en attaquant des pétroliers ou des cargos. Ils sont bien équipés, les passes d'Aran. Ils sont bien équipés pour taper sur des bâtiments civils. Les Américains commenceraient d'abord par se débarrasser des deux grands cargos porte-avions, porte-drones des passes d'Aran. Ça, c'est très facile, même des destroyers passes d'Aran. Ce qui est plus difficile, c'est ce que j'appelle les guêpes, c'est-à-dire les petits go-fast, les vélettes rapides qui peuvent attaquer un pétrolier et puis pouvoir enrayer un peu la circulation. Ça, c'est plus difficile à taper parce qu'elles sont très nombreuses et donc ça sera plus délicat. Donc il y a un risque effectivement d'y avoir. C'est ce que craignent les pays arabes de la région. Hein. C'est cette interruption du trafic mondial. Alors ça fera aussi quand même les affaires des Américains parce que si le prix du baril monte, c'est pas forcément une mauvaise affaire pour les pétroliers américains. Évidemment, non. On y reviendra sur l'Iran parce qu'il y a pas mal de développements avec toutes ces dernières déclarations, que ce soit du président iranien, la position américaine, la pression qui continue militaire, et vous l'avez bien compris, on essaiera d'y voir plus clair parce qu'a priori, c'est une semaine capitale que l'on va vivre. Et puis on est dans une minute par minute. Je vous rappelle qu'on a été obligé de un peu recomposer notre émission parce que les autorités iraniennes, c'est comme l'info de midi, là, midi moins 5. Voilà. Depuis ce matin. Voilà, il faut parler, il faut négocier, disent les. Ça convainc pas du tout Didier Djadi, notre réfugié politique iranien là, mais les Américains, officiellement les Iraniens disent voilà, on négocie tout de suite, c'est un ordre, disent les Iraniens à leur propre administration, négocier avec les Américains, on va voir ce que ça donne. Dans un instant, on va revenir à la scène française, parce qu'alors pour ceux qui ont vécu 2006 et le CPE, on est en train de revivre la même séquence. Regardez, vous allez sourire, parce que le MEDEF, les patrons ont décidé de mettre en place quelque chose qui ressemble au CPE, une sorte de contrat jeune au rabais, comme on dit. Oui, mais les patrons disent, c'est ça, on leur donne pas de boulot. Voilà, c'est le principe de réalité, disent les patrons. C'est un pur scandale, disent les syndicats. Qu'en pensez-vous? Comment se faire une religion dans tout ça? À tout de suite. Mesdames, Messieurs, avec Magali Lunel, nous accueillons aujourd'hui Virginie Calmels, présidente de Croissance Plus, qui est une association d'entrepreneurs. Merci d'être avec nous. Bonjour. Nous accueillons une jeune éditorialiste qui s'appelle Isabelle Saporta, qui vient d'entrer dans le studio. Un jeune éditorialiste qui s'appelle Renaud. Bonjour à tous. Bonjour. Et un jeune éditorialiste économique qui s'appelle Pascal Perry. Vous les amis, de plus en plus les amis, je suis toujours, quand on parcourt l'actualité, sous le charme des réminiscences, des résiliences, des petits souvenirs, vous savez, des mêmes mots qu'on utilise pour une affaire similaire 10 ans plus tard. Il en va ainsi du nouveau contrat première embauche que le MEDEF voudrait mettre en place. Ça me rappelle, Renaud Pilat, je sais que vous êtes un passionné d'actualité, ça me rappelle le CPE, le contrat première embauche. Ça nous rajeunit pas. Ouais. 2006, ça nous rajeunit pas, c'était Villepin. Mais regardez, tiens, on va commencer par ça. Vous allez voir à quel point nous, journalistes, comment les politiques, etc., se réinstallent 20 ans plus tard dans la même dialectique. 20 ans plus tard, quasiment jour pour jour. Regardez, c'était en 2006. À Marseille, environ 100 000 personnes ont défilé sur la Canebière à coups de phrases choc. Écoutez, le coup d'épaule d'aujourd'hui, si ça suffit pas, on mettra le coup de pied la prochaine fois.
Très forte mobilisation aussi à Nantes, au moins 25 000 personnes. Beaucoup de jeunes qui disent leur inquiétude. Il met les Français et les jeunes en plus surtout dans une situation de précarité totale. Déjà que c'est pas évident à la base pour nous et en plus là c'est pire que tout quoi. Donc son truc faut qu'il le retire et qu'il pense à autre chose parce que ça c'est inadmissible. Eh oui, ça a 20 ans, ça, Isabelle Saporta. Ça a 20 ans, ouais. Et attendez, je vais vous passer le micro tout de suite, mais regardez, il y a 20 ans, parce que, encore une fois, vous allez voir, ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui va appeler les mêmes commentaires des patrons comme des syndicats et de la rue, j'imagine. Regardez ce que ça donnait il y a 20 ans à l'Assemblée nationale. Le premier ministre de la France s'appelait Dominique de Villepin. Et dans l'opposition, celui qui était contre le CPE n'avait pas encore été président de la République, il s'appelait François Hollande. Ça sera le contrat qui pourra être interrompu par l'employeur à tout moment, pour tout motif et sans aucun recours. C'est le contrat révocable à chaque instant. Vous nous dites qu'il y aurait là de la stabilité. C'est la précarité organisée. M'avez-vous fait une seule proposition sur les jeunes? Une seule? Jamais. Il serait temps que vous regardiez la réalité en face. Tous les mois, nous avons rendez-vous, pas uniquement en 2007, tous les mois, à la fin du mois, avec les chiffres du chômage. Je prends rendez-vous avec vous à la fin du mois et à la fin de tous les autres mois. Qu'on en pense qu'on en veut de Villepin, il avait de l'allure. C'est votre genre. On referme la parenthèse. Bon, okay. Vous êtes de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois la même histoire, c'est ça? C'est-à-dire que prendre deux idées, c'est-à-dire qu'il y en a deux. Là, vous prenez le CPE de 2006, mais vous pourriez rajouter le CIP, le contrat d'insertion professionnelle de Balladur de 93, qui était au fond un SMIC au rabais. C'était un SMIC pour les jeunes. Donc en fait, c'est la fusion de deux idées ringardes qui n'ont fonctionné ni l'une ni l'autre pour refaire en fait ce qu'on a déjà échoué à faire. Moi, ce que je trouve quand même paradoxal, c'est qu'on est dans une période où on n'a jamais eu aussi peu de jeunes. Ils n'ont jamais été autant au chômage. On n'a jamais eu autant besoin d'eux pour payer nos retraites. On n'en a jamais eu autant sur le bas-côté de la route. Et ceux qui sont sur le bas-côté de la route, au lieu de leur dire, vous savez quoi, on vous embarque, on vous donne un horizon, ça va bien se passer, on les réintègre dans de la précarité. Alors j'ai entendu le numéro 2 du MEDEF dire, non mais c'est parce que pour le moment on ne leur propose que des contrats en intérim ou des CDD, ce qui est vrai. Mais sauf que le diable se cache dans les détails, et dans ce projet que j'ai lu, il y a aussi le CDD au rabais et l'intérim au rabais, c'est-à-dire qu'il supprime le délai de carence, ça veut dire que vous pourrez enchaîner ad nauseam les CDD et l'intérim sans aucune, c'est pas possible, et il retire le motif, c'est-à-dire que normalement quand vous ne mettez pas un CDI mais que vous allez vers l'intérim ou le CDD, vous êtes obligé de motiver votre choix. Mais Isabelle, dans ces cas-là, c'est pas la peine de me dire que c'est un CDI qu'ils auraient jamais eu sinon, c'est que de toute façon, on les met dans des trappes de précarité. Et ça, vraiment, je trouve ça lamentable. Et je ne comprends pas comment, après, on va avoir les mêmes, qui vont nous dire, vous le premier d'ailleurs, monsieur Brunet, qui vont nous dire, c'est marrant, les jeunes, ils sont pas motivés par le travail. On les paye pas. On les paye pas. Mais vous êtes chez moi. Vous êtes dans notre émission et vous venez nous engueuler. Des contrats précaires et après on voudrait qu'ils y aillent en chantant. Non mais ils peuvent pas y aller en chantant. Ça peut pas marcher. Alors vous allez faire. Elle vient prendre l'apéro chez vous, elle vous engueule. Ils vont chanter dans les manifs. Non, on s'ennuie pas. Alors de quoi parlons-on? Effectivement, c'est une proposition du MEDEF qui a été formulée la semaine dernière, un CDI, même un CDD, donc un contrat, on va dire, beaucoup plus flexible qu'un CDI classique où on pourrait donc licencier sans motif. Pendant 3 ans. Regardez ce que ça peut donner. Lucie Young avec Joseph Pasquier. Ce CDI spécial jeune proposé par le MEDEF est loin de convaincre cette mère et sa fille. Quand j'ai entendu CDI pour jeunes, je me suis dit c'est cool, c'est un truc qui favorise l'emploi des jeunes. Et en réalité, j'ai l'impression que c'est un CDD moins rémunéré, c'est du précaire sans la prime de précarité. C'est comme ça que je le lis. Sous prétexte qu'ils sont plus jeunes, qu'ils ont moins d'expérience, oui, pour moi c'est discriminatoire. La proposition du MEDEF vise avant tout à encourager les entreprises à embaucher des jeunes. Face à l'explosion du nombre de chômeurs de moins de 25 ans, plus 23% l'an dernier. Très compliqué, surtout de nos jours. Un diplôme, ça n'a plus la même valeur qu'avant. Donc même avec un master, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Alors ce nouveau contrat plus flexible pourrait-il mettre fin à cette crise de l'emploi ? Le MEDEF évoque aussi l'idée d'un SMIC jeune en dessous du montant actuel et qui évoluerait en fonction de l'ancienneté. Une fausse bonne idée, estime la CGT.
Ils traînent de CDD en apprentissage, en stage, donc ils ont déjà beaucoup de mal à avoir un CDI. Si là maintenant on le conditionne encore pendant 3 ans, ça va encore ralentir leur accès à un appartement, à une vie, etc. Ces pistes de réflexion ciblent en priorité les jeunes sans études ni formation. Ils représentaient 12% des moins de 30 ans en 2023. Alors, Virginie Calmels, pourquoi est-ce que les patrons dégainent à nouveau ce scénario qui n'a pas forcément été le plus formidable pour l'économie française? Alors d'abord, les patrons, ça vous a pas échappé, sont en colère contre le budget. Et donc c'est un peu étrange que le MEDEF, dans un timing où on est plutôt en train de se plaindre qu'il n'y a pas eu de baisse de la dépense publique et qu'on a, nous, entrepreneurs, à la base, le financement du modèle social entre les mains, c'est un peu étrange ce timing. Donc je ne sais pas d'où ça sort, mais ça crée une polémique dont on se serait passé dans la période. Donc déjà, c'est la première remarque. Je pense qu'il y a un petit sujet de méthode. Et donc, par ailleurs, ça pas terrible non plus, du coup. Non, je trouve que déjà, le timing n'est pas le meilleur. Ensuite, c'est pas tous les patrons. Là, c'est une proposition dans un groupe de travail du MEDEF. En revanche, là où je veux saluer la démarche, c'est qu'il y a quand même un besoin de répondre à une problématique qui est réelle. On a un problème de chômage des jeunes. Vous voyez, moi, j'ai créé une école il y a 5 ans pour ça. Parce que malheureusement, on pousse des jeunes à faire des formations qui ne sont pas professionnalisantes. Donc j'ai créé une école post-bac pour justement aider les jeunes à aller vers les métiers ou les compétences, on va dire, des métiers en tension qui vont recruter, notamment tout ce qui touche à l'IA, l'intelligence artificielle, la data, etc. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a répété, et peut-être que Pascal Péril sait, que la France formait autant de sociologues à elle seule que toute l'Europe réunie. Vous parlez des métiers qui ne servent pas à grand-chose. On n'a jamais mis de numerus clausus sur des métiers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de sociologues, mais il n'en faut pas autant que malheureusement ce que nous formons via des trappes à chômage en envoyant les jeunes dans des formations post-bac qui ne sont pas professionnalisantes. Et maintenant, le problème du contrat. Virginie, le truc du MEDEF, là, c'est-à-dire on va faire un CDI moins imperméable, un peu plus révocable à tout moment. Pendant 3 ans. C'est valable à partir du moment où vous me dites, eh bien, c'est la seule possibilité parce que les patrons ne veulent plus embaucher parce qu'ils ont peur de l'avenir. Si c'est ça, effectivement, il faut trouver un truc qui leur fasse moins peur. Autrement, ça sert à rien. Ce n'est pas la seule possibilité. Je pense que, comme toujours, pour lutter contre un fléau qui est quand même majeur, vous dire qu'il y a autant de chômage des jeunes en France, c'est problématique. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, peut-être, Madame Saporta rappelait tout ce qui a été fait dans le passé, qui a échoué. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas mettre sur la table des nouvelles propositions. Oui, chez Croissance Plus, vous voyez, nous, c'est toujours en moins, en fait, propose. Pour les jeunes. Non, il faut pas faire du moins. C'est ça qui marche pas. Chez Croissance Plus, on propose effectivement des incitations pour que les entreprises embauchent des jeunes. Ça, c'est capital, c'est fondamental. Et on peut réfléchir à des choses qui ne soient pas punitives. Voilà. Moi, nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes restent, par exemple, au niveau du SMIC, net pour eux. Oui, mais en revanche, enlever des charges, par exemple, et permettre aux entreprises, voyez, que ça coûte moins cher, parce qu'on a un problème de coût du travail en France. C'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que ce ne soit pas punitif pour le jeune, mais que ce soit incitatif pour l'entreprise. Et on sait qu'en France, notre problème, il est entre le delta, entre le brut et le net. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Renaud Pilat, Pascal Péris, d'abord restons sur cette proposition du MEDEF, parce qu'on va en parler, les syndicats en parlent, elle est sur la table, le gouvernement va sans doute y réfléchir. Oui, moi je suis pour une fois très partagé et un peu plus nuancé sur ce contrat et cette proposition du MEDEF. Effectivement, elle est choc. Pourquoi ? Parce que premièrement, ça n'a jamais fonctionné. Donc effectivement, elle est polémique et compte tenu de l'état de la société et notamment du vote des jeunes, des 18-25 ans, vous êtes sûr que ça va réveiller l'UNEF, réveiller la CGT et vous aurez une inflammation de la rue. Ça, vous pouvez mettre 15 000, 20 000, 50 000 personnes dans les rues. Donc c'est peut-être pas la peine d'échauffer à 14 mois de la présidentielle le climat social. En revanche, il y a une réalité. On peut pas rester les yeux fermés sur ce que demandent les entreprises et ce que vivent les jeunes. Attention, ce n'est pas pour tous les jeunes. Dans le sujet, c'était pas signalé. C'est pour les décrocheurs. Oui. Donc ceux qui n'ont pas non 1,4 ni en formation. Rien. Il y a 1,4 million de jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont rien. Jean-Louis Bourlot le dit jamais. Rien. Ni emploi, ni formation. Ils sont chez eux à rien faire, sans aide, sans rien. Cette mesure, elle a été faite en Italie
En 2016, elle a été faite en Grande-Bretagne, elle a été faite en Allemagne, et le résultat, c'est une baisse du chômage des jeunes sans qualification. Je connaissais pas l'expression, regardez, des nets, ni emploi, c'est une expression anglaise. Ni information, je connaissais pas. Attendez, ils ont rien. Ils ont rien. J'aimerais entendre Pascal Perry, parce que Pascal, un patron de PME, voilà, qui a besoin d'une compétence, qui a besoin d'embaucher quelqu'un. Il y a quand même, la souplesse existe, on se retrouve pas du soir au matin prisonnier d'un CDI, voilà. Il y a des CDD. On peut rompre un CDI aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a des excès. C'est compliqué de rompre un CDI. Hein. En tout cas, au début. Ça coûte. Non, c'est compliqué. Pascal. Bon, ça coûte. Maintenant, il y a des dispositifs qui permettent de divorcer. Il y a une période d'essai, les renouvelables, enfin. Qui permettent de divorcer par oui, mais c'est un max de 6 mois. C'est pas mal, 6 mois pour un cadre. C'est 2 mois pour un non-cadre. Écoutez le grand Pascal Perry, s'il vous plaît. La sagesse. Non, mais la vraie préoccupation, c'est le chômage des jeunes. C'est la formation et le chômage des jeunes. Je suis pas sûr que le contrat réponde exactement aux problématiques des entrepreneurs. La problématique des entrepreneurs aujourd'hui, pour ceux que je rencontre en tout cas, c'est plus de trouver des gens pour venir travailler. C'est pas le gens qualifiés. Pas le défaut du carnet de commandes, c'est plutôt le défaut de main-d'œuvre et souvent le défaut de qualification. On a en France, je pense que c'est ce qu'on montre là aujourd'hui, c'est le thermomètre de l'échec de l'éducation nationale. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on s'est complètement planté et on continue de se planter pour des raisons idéologiques. On veut fournir des formations généralistes qui n'ont aucun débouché sur le marché. C'est-à-dire qu'on fait au XXIe siècle la formation du XXe siècle. On continue de former des sciences humaines et sociales en grande quantité, alors qu'on a besoin d'ingénieurs, de techniciens, de gens qui maîtrisent les mathématiques et les technologies. Et donc on est complètement hors sujet. C'est une des raisons pour lesquelles on a 18% de chômage des jeunes. Donc ceux que vous 15 en Europe. 15 ans. 3 points de plus en France. Pascal, on forme aussi des citoyens. Et pour former un citoyen, il faut des mathématiques, mais il faut aussi de la culture générale. Ça, c'était la grande idée des communistes de 1946. L'éducation nationale est là pour former le citoyen. Non. Pour moi, l'éducation nationale est là pour vous donner... Être qu'un ingénieur, c'est pas possible. Non, mais quand vous êtes un ingénieur, en général, vous êtes aussi un citoyen. C'est-à-dire qu'avant d'accéder aux connaissances des mathématiques, on vous apprend vos humanités, si je puis dire. Et il n'y a pas de défaut dans ce domaine. Ça, c'est au lycée, la culture G. Au lycée, la culture G. Vous savez que au lycée, à la fac, partout, bien sûr. Vous savez que la moitié des élèves de 4e en France ne maîtrisent pas correctement lecture, écriture, calcul. Ça vous pose pas un problème? Vous voulez former des citoyens? Vous voulez former des citoyens, vous, avec ça? Il y a un problème d'orientation. Vous voyez, chez Croissance Plus, on a des entrepreneurs qui ont du mal à recruter, comme vous le disiez très bien, Pascal Perry, mais qui, pour des métiers où il n'y a pas forcément besoin de qualification. Il y a aussi ça, vous voyez, dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, alors que là, il n'y aurait pas forcément besoin de qualification. Donc ça pose le sujet plus global, et on voit bien tout de suite les clivages politiques que ça réveille. Dès qu'on parle d'assistanat, d'assurance chômage et ainsi de suite, c'est comment on pousse aussi des gens à aller travailler, parce qu'on a le rapport au travail a changé. Mais Isabelle, il y a des jobs que les jeunes ne veulent plus faire. Et pardon, mais en France, on clive, alors que je rappelle quand même qu'en Allemagne, vous l'avez dit, c'est Gerhard Schröder qui fait ça. En Italie, c'est Matteo Renzi. Donc c'est plutôt la gauche qui veut répondre avec des solutions, avec un contrat qui c'est pas très éloigné de la proposition du MEDEF, ce que Matteo Renzi a fait en Italie. Ça a baissé le chômage des jeunes d'un point en un an. Donc ça a marché. Isabelle, ça pour ça. L'agenda Schwartz, enfin l'agenda Schröder-Schwartz, absolument. C'était terrible. C'était un abaissement de la durée de chômage, c'était une baisse des indemnités, c'était l'obligation pour les chômeurs de prendre un boulot. Mais c'était l'alternance. Là, Isabelle, pardon, mais je reviens vers vous parce qu'on y voit un peu plus clair au fil de nos débats. On avance, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, il s'agirait de trouver un contrat qui est pas formidable, vous avez raison, qu'il y a un contrat, un CDI au rabais, vous avez raison. Pas que un CDI au rabais, un CDD, une potentialité de CDD au rabais, d'intérim au rabais. Mais pour 1 million... Pour 1,4 million jeunes sans emploi, sans formation, je rajoute, dont personne ne veut. C'est trouver, faire en sorte que ces jeunes-là soient employables. Oui, on part quand même d'un point de départ qui est difficile. Je vais vous dire plusieurs choses, parce que moi, il se trouve que j'ai eu quand même plusieurs expériences dans ma vie, dont diriger une entreprise. Je vais vous dire plusieurs choses. Par exemple, l'apprentissage qui fonctionne très bien, parce que vous pouvez avoir des jeunes qui ne sont pas toujours formés, que vous formez.
Moi, je me rappelle que mon directeur financier, quand on avait fini le temps de l'apprentissage, il me disait prenons un autre apprenti parce que ça coûte moins cher. Je lui disais c'est complètement absurde. Il est formé celui-là ou elle est formée celle-là. On va lui proposer un CDI. Eh ben, je peux vous dire que j'étais l'une des rares à le faire parce qu'en fait, on est dans le turnover, c'est pas cher, c'est le système. Et vas-y et on continue. Juste introduire une nuance. Non, ça aussi, non, c'est un peu changé. Continuez. Alors c'était il y a 2 ans, donc ça a peut-être changé mais beaucoup. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, quand on a accompagné un apprenti, on a quand même souvent envie de le garder. Par les directeurs financiers. Oui, mais c'est de la mauvaise gestion. Parce que niveau RH, on est content de les garder. Mais au niveau groupe, on était poussé à ne pas les garder. Je peux vous le dire, parce que c'est moins cher. Donc là, si vous voulez ce turnover permanent sur les jeunes, c'est bien. Vous en êtes d'accord. Voilà. Mais donc on peut rester sur l'apprentissage et pas aller vers des contrats moins bien. Mais vous avez vu que le gouvernement est revenu en arrière sur l'apprentissage et qu'à chaque fois, mais on est d'accord. Et ça faisait partie des sujets dont on a beaucoup discuté pendant le budget, parce que c'est noble, parce que c'est ce qui permet de mettre le pied à l'étrier aux jeunes derrière qui ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune, mais ça a fonctionné en Allemagne, voilà, et ça fonctionne. Non, mais vous avez raison. Bon, donc les amis. Faisons la retraite à 67 ans. Je tiens à dire de façon très publique que très souvent dans les couloirs d'LCI et de TF1, je croise les anciens stagiaires qui étaient il était en stage, en alternance, en alternance. Bon, et ben ça prouve que c'est une belle maison ici. Bravo. Derrière, ils ont des jobs. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je travaille avec voilà. Très bien. Bien sûr. Eh ben, ça prouve qu'on est dans une belle maison. Allez, merci. Ça passe trop vite. On fait une courte pause. On se retrouve dans un instant. On va parler politique avec l'extrême droite qui a remporté une législative partielle hier soir. Est-ce que ça peut donner une petite tonalité pour les élections à venir? À tout de suite. Mesdames, Messieurs, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable en Alsace, c'est ça? Haute-Savoie. Décidément, je cède la parole, car quand un journaliste a perdu ses notes juste avant de prendre la parole, ça peut être cataclysmique. Donc Renaud Pila ou Isabelle Saporta vont peut-être nous remplacer, comme ça on va se reposer un instant. Pourquoi pas Ce n'est qu'à 1800 km, c'est pas grave. Qu'à 1800 km. Humiliez-moi, allez-y, allez, vengez-vous. Pour une fois, c'est l'inverse. Que s'est-il passé en Haute-Savoie? Non, que s'est-il passé? Effectivement, c'est très important qu'on s'arrête sur cette élection législative partielle, parce que vous avez une conclusion éclatante, même s'il ne faut pas généraliser toute la France, que le Front républicain, c'est-à-dire la gauche et la droite qui votent contre le RN, là, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché hier sur des terres qui sont historiquement RPR, UMP, LR. Vous savez, en Haute-Savoie, on est près de la Suisse. En Haute-Savoie, on est plutôt modéré. C'est une droite modérée. On est dans des terres, effectivement, montagnardes, où LR a toujours su, et la gauche ont toujours su, faire barrage au Rassemblement national. Eh bien, hier, 33 ans, Antoine Valentin, candidat Ciotti soutenu par le Rassemblement national, il avait, en 2024, il y a 2 ans, fait un fort score au premier tour, mais les électeurs de gauche s'étaient déplacés au second tour pour voter pour le LR. La députée LR en a eu ras-le-bol. En novembre d'ailleurs, c'est entre parenthèses, la députée LR qui dit les menaces, la politique politicienne, j'en ai ras-le-bol, elle démissionne, il y a une législative partielle. Eh bien, hier, ça a été l'inverse. Vous avez eu une abstention record. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ont dit, franchement, nous, voter avec le PS, non. Donc, on vote RN. Juste regarder la réaction de Jordan Bardella. À l'approche d'élections municipales en mars 2026, c'est un signal d'espérance, écrit-il. Partout en France, le changement est à portée de vote. Moi, je comprends qu'ils disent ça, Jordan Bardella, et je dirais pareil à sa place, et Éric Ciotti aussi. Maintenant, il faut quand même voir qu'il y a eu, de mémoire, 65% d'abstention. Donc, on est sur un taux de participation à 34%, que là ne vont que les plus motivés. Force est de constater que, effectivement, la droite molle comme la gauche molle sont pas motivés. Donc ça, par contre, ça pourrait être un coup de semonce, je pense, pour tous les centristes mous,
c'est de se dire au fond, est-ce que vous êtes capable de faire venir votre électorat ? Il y aura peut-être des taux d'abstention records. Est-ce que vous êtes capable de les mobiliser ? Et alors les mobiliser sur quoi ? Parce que là, il y a un truc dont on parle même plus, c'est-à-dire que même ici on n'en parle plus tellement on s'en fiche. C'est le budget, avec la énième motion de censure dont on sait qu'elle passera pas. C'est-à-dire que là, ça récolte ça aussi. C'est-à-dire cette espèce d'union de tous les centres mous pour faire un budget mou et dépensier. Eh bien, écoutez, les gens ne se bougent même plus pour aller voter, sauf les extrêmes qui, eux, ont envie d'accéder au pouvoir. Bon, bah voilà. Donc là, maintenant, si vous voulez aller voter, sinon, vous aurez les extrêmes. Voilà. Donc ce jeune homme-là, c'est le 141e, 2e, 3e, je les compte pas, parlementaire de l'Union RN. UDR Ciottiste. Ciotti a maintenant 17 députés. Ciotti a maintenant c'est pas rien. On s'était beaucoup foutu de sa gueule, pardonnez-moi, quand il avait quitté les LR. Il a 17 députés. Et là, c'est une jeune pousse, il a 33 ans. Maire d'une petite commune. Vous savez où on est, là, en Haute-Savoie, dans cette circonscription ? On est au plateau des Guillières. Fief de la résistance. Vous vous souvenez quand Nicolas Sarkozy, tous les ans, allait au plateau des Guillières, avec les élus de gauche, la résistance en Haute-Savoie. On n'est pas sur des terres RN. Ce sont des terres de conquête. C'est comme en Bretagne. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Isabelle. Effectivement, dans les élections législatives partielles, il y a toujours beaucoup d'abstention. Les gens, on voit pas l'enjeu. Mais là, c'est une autre forme d'abstention. Il y a des électeurs de gauche qui ont dit, franchement, ce LR-là, en plus, c'est pas la droite totalement modérée, il a été soutenu, Wauquiez s'est investi, Retailleau s'est investi. Ils ont fait le déplacement. Et ben, qui gagne ? C'est Ciotti et le RN. Et en plus, vous avez beaucoup d'électeurs de droite qui veulent plus voter pour un candidat de droite soutenu par la gauche. Vous avez vu aujourd'hui, entre Marion Maréchal, entre Sarah Knafo, entre une partie des électeurs de droite qui disent c'est la fausse droite. Eh ben, mais la porosité, elle est là. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a une porosité. Bon, aujourd'hui, l'électeur de droite, vraiment de droite, il dit, moi, je vote le RN parce que, anti-système, ceux qui sont pas là sont pas vraiment de droite. C'est un coup de semonce. L'électeur de droite, vraiment c'est un coup de semonce. Va voter quand les autres n'y vont plus. Non mais pardon, mais ça c'est quand même quelque chose que tous ceux qui ont participé à ce débâcle du budget devraient se poser comme question. C'est-à-dire que en fait les autres ne vont même pas voter. Qu'est-ce qui c'était le Front républicain ? C'est OK, très bien, on fait alliance. Et vous allez nous montrer que vous êtes capables de gouverner ensemble. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré là ? Qu'ils étaient capables de faire des dettes ensemble, qu'ils étaient capables de faire des dépenses supplémentaires ensemble, qu'ils n'étaient pas capables d'avoir une seule vision sur la jeunesse, une seule vision, je vais faire mon Pascal Perry, sur la réindustrialisation, une seule vision sur rien en fait. Donc effectivement, ils sont punis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qui a envie d'aller voter dans ce contexte-là ? On voit ce qu'ils sont capables de faire. Rien. Voilà, c'est tout. C'est une catastrophe. Moi, je pense que le spectacle auquel on a assisté pendant des mois du budget est catastrophique. Sauf que vous ne dites pas, comme le disait tout à l'heure Renaud Pilat, c'est prémonitoire. Vous dites, c'est le petit coup de fouet, le petit coup de baguette sur les fesses, là, qui doit vous dire, oulala, je redresse ma position. Et je fais attention. Sauf si les gens veulent un match RN-Mélenchon. Il est possible aussi que les citoyens veuillent ce match-là. De toute façon, la vraie scission idéologique, elle se fait là aujourd'hui. Elle se fait pas entre Retailleau, dont je ne sais pas où il est, Wauquiez non plus. Est-ce qu'ils sont PS maintenant ? Ou est-ce qu'ils sont à la droite de la droite ? Je ne sais pas où ils sont. Ils votent le budget que le PS ne vote pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On se disait, Renaud Pilat, il y a un instant. Est-ce que c'est prémonitoire ? Est-ce que c'est la petite piqûre de rappel qui doit conduire la droite, les LR... Dans 6 semaines, c'est les municipales. Et la gauche je peux vous dire... Travailler ensemble. Mesdames, messieurs, alors là, moi, je m'engage pas sur ce débat. Moi non plus. On verra ce que ça dira au moment des municipales, des reports, etc. Là, ça va être des soirées... J'en rêve, moi, les soirées... Les municipales vont être extrêmement importantes. Bon, maintenant, on va aller en Iran, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose juste quelques minutes avant que nous prenions l'antenne avec Magali. Nous avons appris que le chef de l'État iranien, en tout cas l'exécutif iranien, avait donné l'ordre qu'on négocie avec Trump. Voilà, qu'on négocie. Et donc, c'est un ordre officiel de la République islamique d'Iran. On va voir ce que ça donne. La question, c'est est-ce que l'Iran est prêt à renoncer au nucléaire ? Vraiment ? Est-ce que Trump va vraiment faire cette visio dont tout le monde parle ? Une visioconférence entre Téhéran et Trump. Est-ce que c'est un scénario loufoque ou pas ? Voilà. Et est-ce que ça serait pas un tantinet, une petite victoire de Trump, là, d'avoir tordu le bras comme ça au mollah, simplement en amenant son armada ? Voilà les questions auxquelles on répondra.
Bonjour Magali Lunel, mesdames, messieurs, vous n'avez pas le choix, il faut que vous restiez avec nous. Vous savez, au début de la saison, on vous avait dit, dans Brunet sans filtre, on fera un tiers de sujets liés à l'argent public, on suit ça de très près, nous, un tiers de politique française, on est passionné par cela, et un tiers de politique internationale. Ne nous en veuillez pas trop si le tiers politique international est plus important, on n'y est pour rien. L'actualité est totalement délirante, et on ne peut plus se permettre de commenter nos budgets erratiques tous les jours en prononçant les mêmes phrases, en laissant de côté ce qui se passe partout dans le monde. Mais partout dans le monde, et là nous allons encore parler de l'Iran, Magali Lunel, parce qu'au moment où nous prenions l'antenne, voilà, c'est l'histoire en direct, nous vivions un moment important, c'est que de façon tout à fait officielle, la République islamique d'Iran a donné l'ordre, j'aime bien le mot, a ordonné que l'on négocie avec Trump. Oui, Massoud Pezeshkian effectivement a ordonné au gouvernement de commencer ses pourparlers avec Donald Trump, avec les États-Unis, et donc on a l'impression que ce sont les négociations qui cette semaine tiennent la corde. Donald Trump veut tenter cette voie, veut essayer d'obtenir un accord avec l'Iran, sinon ce sera la guerre. Donald Trump qui hier soir a été interrogé par des journalistes puisque le guide suprême Ali Khamenei est sorti de son silence hier après-midi. Après 2 semaines de silence, il a pris la parole en public pour menacer de nouveau les États-Unis, et voilà la réponse du président américain. À propos de l'Iran, le guide suprême a déclaré aujourd'hui qu'une attaque américaine pourrait déclencher une guerre régionale. Avez-vous une réponse à cela ? Pourquoi il ne dirait pas ça ? Bien sûr qu'il dit ça. Mais nous avons les plus grands, les plus puissants navires du monde sur place. Nous sommes juste à côté, à quelques jours. Et j'espère qu'on va trouver un accord. Sinon, nous verrons bien s'il avait raison ou pas. Alors, vous avez le droit de savoir qui est autour de la table. Hélène Bonnet, là, journaliste. Bonjour Hélène, journaliste au service international. Je vous donne pas plus de 10 secondes. Petit optimisme ou pas spécialement sur ce côté ? Je vous ordonne de négocier. Pour l'instant, oui. Il y a des discussions. Ça ne veut pas dire que Donald Trump renonce à une intervention. Il laisse la place aux négociations pour voir s'il peut obtenir quelque chose. Petit optimisme de la part de notre Iranien qui est là tous les jours avec nous, sociologue, réfugié politique. Optimisme, Didier Djadi ? Non, il n'y aura pas de la négociation directe. Et il y a 9 minutes, j'ai eu l'information de la part de la chaîne iranienne qui est effectivement regardée en Iran. Iran International, la fameuse chaîne que les Iraniens n'ont pas le droit de regarder, mais regardent quand même. Iran International. Absolument. Et il annonce que Khamenei a demandé que la négociation soit indirecte et non pas directe. Ça a été toujours dans sa politique. Donc, effectivement, il faut vraiment renoncer à l'optimisme, effectivement, qui pense qu'il y aura une nouvelle démarche de la part du régime iranien. Renaud Pilat, je sais que vous êtes un passionné de situation internationale. Comment vous sentez les choses ? Vous êtes aussi pessimiste que Didier Djadi ? Non, moi, je suis pessimiste pour la population iranienne, bien sûr, parce que je crois pas vraiment à un changement de régime. En revanche, je suis optimiste, je pense qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. Bien sûr, je peux me tromper. Et en quoi vous êtes optimiste, du coup ? Non, optimiste sur le fait optimiste sur le fait qu'il n'y ait pas... Non, mais une intervention militaire, on ne sait pas comment ça se termine. Ah oui, alors que on sait qu'on laisse tomber le peuple iranien, là, on l'acclare. Non, mais j'avais 10 secondes. Aucune des parties en présence ne souhaite en réalité une intervention. Ni les États-Unis, ni l'Iran, ni les pays de la région. Mais vous, Isabelle Saporta, Le peuple aussi, moi je suis... Vous, l'observatrice Saporta, espère qu'il y aurait une intervention militaire ? Enfin, on voit bien que Trump, comme d'habitude, se dégonfle, en fait. Pardonnez-moi, il laisse tomber tout le monde et il laisse tomber les Iraniens comme il les a laissés tomber la dernière fois après leur avoir dit « Allez-y, je suis derrière vous, j'arrive ». Donc, effectivement, moi, j'espère de tout cœur me tromper, mais je vois bien qu'il va les laisser tomber. Mais enfin, il a laissé tomber tout le monde, pardonnez-moi. On n'a pas l'impression qu'au Venezuela, on aille vers une grande démocratie non plus, hein. Guillaume Lagarde est avec nous, il est spécialiste des questions de défense et de relations internationales. Merci d'être avec nous, Guillaume Lagarde. Même chose, c'est un préambule, hein. Le débat va commencer dans un instant, mais votre sentiment sur... Écoutez, ça me fait penser à Gramsci, vous savez, optimisme de la volonté, pessimisme de la raison. Je pense que il y a une volonté du côté des Iraniens de trouver un lieu de négociation. Bon, moi, je remarque quand même que le monsieur qui parle là, le président, n'a pas les vrais pouvoirs. C'est pas lui qui dicte la politique étrangère. C'est l'ayatollah. C'est l'ayatollah. Et pessimisme de la raison, parce que moi, ce que je remarque encore une fois très factuellement, c'est qu'il y a beaucoup de moyens militaires qui sont autour de l'Iran. Il y a une relation très mauvaise entre l'Iran et les États-Unis depuis longtemps. Ils sentent aussi que le régime est affaibli.
ça fait quand même beaucoup de raisons complètement rationnelles d'en venir à bout une bonne fois pour toutes. On ira dans une poignée de secondes au détroit d'Ormuz, parce que ça, c'est vraiment le soleil de ma journée. C'est que nous avons une équipe, dans la personne de Xavier Giacomeni et de Morgan Pope, qui est sur place dans le détroit d'Ormuz et qui nous tient informés. Et c'est franchement merci LCI, parce que c'est quand même assez grand luxe et assez confortable de travailler dans ces conditions-là. Comme on était sur place au Groenland. Comme on était sur place au Groenland. Donc en attendant, visiblement, les pourparlers débutent en sous-main, mais pas seulement, Nivine. On a épluché un peu la presse internationale depuis ce matin, et L'Orient le Jour, le journal libanais, affirme qu'il pourrait y avoir des discussions directes entre Donald Trump et son homologue iranien. Exactement, ça paraissait fou il y a encore quelques jours, et pourtant on va peut-être vers une rencontre entre le président Donald Trump et son homologue Massoud Pezeshkian, rencontre qui pourrait avoir lieu d'ici la fin de semaine selon L'Orient le Jour, qui précise bien que les préparatifs se poursuivent en vue d'un contact direct donc entre le président américain et le président iranien. Cette rencontre, si elle a bel et bien lieu, elle aurait lieu en visioconférence. Pas question pour l'heure que les deux hommes se rencontrent. Ce serait quand même une première. C'est très important de le rappeler, parce que Donald Trump, il ne s'est jamais entretenu avec le président iranien. Et d'ailleurs, depuis 1979, aucun président américain n'a rencontré physiquement de président iranien. Barack Obama, il avait échangé au téléphone en 2013 avec Hassan Rouhani, mais pour le reste, rien du tout. Ce qui veut dire, c'est très important, que si les informations de L'Orient le Jour se confirment, eh bien cette rencontre, elle serait tout bonnement historique. Pour la première fois, un président iranien parlerait, s'entretiendrait avec son homologue américain, et ce, grâce à l'intervention, il faut le dire, de plusieurs pays qui œuvrent en sous-main depuis maintenant plusieurs jours. Là, il faut convaincre Idjadi, ça va être dur, parce que lui, il n'y croit pas. Idjadi, sa position, c'est jamais l'ayatollah ne veut dialoguer de façon directe, en visio, a fortiori en présentiel, mais avec le président des États-Unis. Ça, pour l'instant, le guide suprême de la révolution dit non, cachez ce visage que je ne saurais voir, je ne veux pas de visioconférence avec le grand Satan Donald Trump. Bien évidemment, ce grand, disons, mollah que vous le montrez, effectivement, c'est un grand dictateur assassin. Et tout le monde sait, effectivement, le nombre donc, de massacres en Iran, là, 30 000, voire 36 000, et voire... On a des informations supplémentaires sur le massacre du 8-9 janvier. Pardonnez-moi de vous faire une petite parenthèse, mais je sais que vous êtes sans arrêt connectés, c'est difficile, il n'y a pas de bilan officiel, il faut dire. On travaille sur la base de fonctionnaires du ministère iranien de la Santé qui, en cachette, donnent des informations à d'autres personnes. Donc voilà, on calcule le nombre de corbillards, le nombre de cercueils, mais on n'a pas tout parce qu'on redonne pas tous les corps aux familles. C'est très compliqué, mais on arrive. Human Rights arrive à faire des estimations. Les journalistes anglo-saxons y arrivent. Il y a l'ONU fait ses propres estimations. C'est plusieurs dizaines de milliers de morts en tout cas. Exactement. Pour ces 2 journées funestes. Exactement. Donc je viens d'avoir également un élément d'information de la part des enseignants et qui dit que pendant cette période-là, 150 élèves, 150 élèves ont été tués. Et il y a beaucoup d'entre eux également pour lesquels on n'a aucune information là. Disparu. Et un autre élément, beaucoup de familles sont très très inquiètes car ils ne retrouvent plus les traces concernant leurs filles. C'est-à-dire que ce soit donc enterrée, mais enfin morte, ou vivante, on ne sait pas. Et il y a une hypothèse comme quoi ce n'est pas véritablement, disons, à la fois dans l'histoire de l'islam par rapport à la situation iranienne, cela a existé. Il est dit qu'il est possible que ces filles-là, qui sont disparues, pour lesquelles on n'a aucune information, peut-être que sont transformées en esclaves sexuels au service donc de ces miliciens étrangers chiites qui sont venus en Iran. Et un dernier point, pardonnez-moi, ils sont en train d'organiser des aveux télévisés pour que les jeunes passent
et devant la télé qu'il fasse effectivement des aveux forcés. C'est vrai que vous parlez des milices, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on sait que dans ces journées du 8 au 9 janvier, il y a eu des centaines, peut-être davantage, de milices non iraniennes qui sont venues prêter main forte au Pasdaran pour massacrer, assassiner. Il y avait donc des Syriens, il y avait des gens qui venaient d'Irak, etc. Irak, Libanais, et des Afghans et des Pakistanais. Bien. Nivine, donc on voit, il y a cette supposition pour parler direct entre président à président, mais il y a d'autres négociations qui sont en préparation et qui, elles, seraient plus vraisemblables. Ah oui, c'est avec notamment une délégation américaine qui rencontrerait d'ici la fin de semaine en Turquie, à Ankara, une délégation iranienne avec une information très importante selon l'Orient le Jour. Ce serait Steve Witkoff, vous savez, l'émissaire américain qui serait à la tête de cette délégation. On le rappelle, Steve Witkoff, c'est l'homme au dossier impossible. C'est lui qui a été notamment chargé de négocier avec Vladimir Poutine, notamment. Côté iranien, on ne connaît pas encore la composition de cette délégation, mais un homme pourrait jouer un rôle majeur en coulisses. Son nom circule, c'est Ali Larijani. C'est le chef du Conseil de sécurité iranien. Il est notamment connu pour sa proximité avec Khamenei. C'est en gros le numéro 2 officieux du pouvoir iranien. Ces derniers jours, il a énormément négocié avec les Turcs, avec les Saoudiens, mais aussi avec les Russes. Il a rencontré Vladimir Poutine ce week-end et à l'issue de ces rencontres, il a déclaré à la presse que les négociations avec les États-Unis avançaient largement. Preuve qu'il se passe quelque chose, en tout cas sur le plan des négociations entre les deux pays. Merci pour ce point très complet, Nivine. Guillaume Lagarde, je vous passe le micro dans un instant, mais je voudrais qu'on aille retrouver notre équipe, Morgan Pope et Xavier de Giacomoni. Ils se sont installés, ils ont pris leur quartier sur le détroit d'Ormuz. Alors, ne les enviez pas trop, mesdames, messieurs, parce qu'effectivement, vous voyez les images derrière Xavier de Giacomoni, vous vous dites c'est magnifique, l'horizon, la mer, à ses pieds, peut-être un peu de sable, au loin là-bas une côte rocheuse, tout ça relève de la carte postale, mais pas du tout. En réalité, il y a des choses qu'on voit pas forcément du côté de la ligne d'horizon, au-dessus même de Xavier, et allez savoir en dessous. En tout cas, bref, la tension est à cran aujourd'hui au détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, vous me disiez tout à l'heure, qui concentre à lui seul 20%, ce petit détroit qui n'est pas très très large, 20% du trafic pétrolier mondial. C'est bien ce que vous disiez, hein, Xavier? Eh oui, tout à fait, Eric. 20% du trafic pétrolier mondial. Imaginez si les gardiens de la Révolution prenaient ce détroit en otage, en quelque sorte. Ils ont déjà pris, d'ailleurs, dans le passé, des pétroliers en otage. Mais là, ils pourraient menacer de placer des mines, par exemple. Ils ont des bâtiments qui leur permettent de placer de ces mines dans le détroit. Tout le trafic serait interrompu et le pétrole mondial ne pourrait plus sortir du golfe Persique. Vous imaginez la déflagration économique. On aurait un pétrole qui pourrait passer de 70 $ aujourd'hui à 130, 140 $. C'est en tout cas ce que pensent les analystes dans la région qui craignent évidemment cette déflagration entre les États-Unis et l'Iran. Vous parliez de ce qui peut se cacher sous les mers. On en parle pas très souvent, mais autour du porte-avions Abraham Lincoln, lui, on en a beaucoup parlé avec ses avions d'attaque, ses avions de surveillance. Il y a aussi des sous-marins américains capables de lancer des salves de missiles Tomahawk sur l'Iran à n'importe quel moment, et eux, on ne sait absolument pas où ils sont. L'Abraham Lincoln, lui, il est dans le golfe d'Oman, peut-être même en mer d'Arabie, à 400, 500 kilomètres d'ici. Pour vous figurer sur la map monde mondiale, il est entre Oman, où je me trouve, et l'Inde, entre le Oman et l'état du Gujarat en Inde. Il est quelque part. Et pour savoir exactement où il est, eh bien, les Iraniens ont tout simplement envoyé un drone pour surveiller l'Abraham Lincoln. Ils ne l'ont pas fait de manière discrète du tout, puisque ce drone avait son AIS, son transpondeur allumé. On a pu le suivre sur les sites spécialisés. Il a fait un tour en mer d'Arabie et il est rentré à Bandar Abbas. On ne sait pas ce qu'il a vu, mais les Iraniens veulent bien eux aussi faire monter l'attention, montrer qu'ils regardent tout ce qui se passe dans le détroit,
dans le Golfe d'Oman, en mer d'Arabie. Au-dessus de nos têtes, en ce moment, un avion d'observation américain, le fameux Boeing Poséidon P-8. C'est un avion qui est spécialisé dans la chasse des sous-marins, mais qui peut aussi détecter toute présence militaire dans ce détroit d'Ormuz, aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations, le détroit, Eric, de tous les dangers. Et Jules Xavier, on avait dit de Paris, parce qu'évidemment on est loin de tout ça, on avait l'impression, la sensation que le régime iranien avait joué un peu l'apaisement, parce que dans un premier temps, ils avaient annoncé qu'il y aurait un grand exercice militaire sur 2 jours, donc ça devait commencer hier jusqu'à aujourd'hui. En fait, il n'en est rien, il n'y a pas eu d'exercice militaire. Non, il n'y a pas eu d'exercice militaire, mais il faut bien comprendre que l'exercice militaire qui a été programmé, c'est un exercice de la marine des gardiens de la Révolution, qui est différente de la marine nationale. Ils ont très peu de bâtiments, en fait. Ils ont ce fameux porte-drone qu'on a vu, dont ils ont complaisamment diffusé les images. Et puis, ils ont surtout des vedettes rapides équipées de missiles, mais ces vedettes ne peuvent absolument pas s'en prendre à l'Abraham Lincoln ou à n'importe quel destroyer américain. En revanche, elles peuvent attaquer, agresser, voire largement endommager et couler des pétroliers qui passent dans le détroit d'Ormuz. Une centaine de bateaux chaque jour. Pour vous faire vraiment le point précis de la situation, le couloir de passage, le rail de passage des pétroliers, côté iranien pour rentrer dans le golfe Persique et côté omanais pour sortir du golfe Persique, eh bien ce couloir fait à peine 3 km de large. Le détroit est très étroit et le moindre incident ici pourrait largement faire flamber les cours du pétrole, ce qui ne serait pas une victoire pour les États-Unis. Xavier, on vous a sous la main, c'est pas tous les jours dans Brunet sans filtre qu'on a notre envoyé spécial dans le détroit d'Ormuz. On a une dernière question qu'on se posait à l'instant avec Renaud Pilat. Est-ce que dans vos pérégrinations à l'aéroport, sur le territoire souverain de Oman où vous vous trouvez maintenant, je sais pas, en traversant un peu les Émirats Arabes Unis, en discutant avec les gens, est-ce que les gens ont la trouille? Est-ce que les gens ont la peur? C'est vrai que c'est pas rien de se retrouver sous les armes américaines, là, les bateaux qui sont disposés autour de vous, même si on les voit pas forcément. Est-ce qu'il y a un regain de tension chez les populations ou pas? Alors, les Omanais sont très très proches des Iraniens. Je vais vous montrer pourquoi. Morgan va vous montrer les boutres qui sont au mouillage là. Ces bateaux omanais qui font des allers-retours dans le détroit d'Ormuz pour faire du commerce avec les Iraniens. Donc les Omanais entretiennent de très très bonnes relations avec les Iraniens. Donc ils ne sont pas tellement inquiets du côté iranien. Ils n'ont pas à proprement parler de bases américaines sur leur sol. Il y a des militaires américains à Oman, mais pas de base comme il peut y en avoir au Qatar ou la 5e flotte installée à Bahreïn. Non, tout ce qui intéresse les Omanais, c'est le commerce. Il faut bien comprendre en plus qu'ici, nous sommes dans une exclave. C'est en fait un morceau de territoire omanais qui est coincé entre le détroit d'Ormuz et les Émirats Arabes Unis. Je vais vous montrer une image assez extraordinaire. Tout au fond, Morgan Pope va zoomer pour essayer de vous montrer le port de Kassab. Et vous voyez certainement ces petites vedettes rapides. Il y en a une multitude sur l'eau. Là, j'en compte une quinzaine. Elles passent leur temps à faire des allers-retours entre le port de Kassab et les boutres qui sont ancrées ici au large. Elles amènent des marchandises et ces marchandises, elles ne vont pas aller très très loin. Elles vont traverser le détroit, elles vont aller en Iran. C'est énorme ça. Elles vont aller en Iran. Incroyable, de Giacomoni. Ouais. Et Morgan Pope pour les images. Hein. Ouais, merci à Morgan Pope qui est à la caméra. Merci à vous, on viendra vous voir dans l'après-midi. Et alors, j'ai quand même une question pour vous. Je voudrais m'adresser peut-être à Hélène Bonnet et à Guillaume Lagarde, l'un et l'autre. Hélène, pour commencer, est-ce que c'est pas quelque part une victoire pour ce Donald Trump qui a traversé un petit creux là avec l'agression contre le Canada, le monde occidental n'a pas trop compris, l'agression verbale en tout cas dans un premier temps contre le Groenland et le Royaume du Danemark et l'Union européenne, les Occidentaux n'ont pas trop compris, mais là on comprend. On comprend quand même qu'il est parvenu à tordre le bras des Iraniens et à les conduire dans un premier temps à dire ok d'accord on arrête, on discute, stop. Alors c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ça commence. Ouais. Donc non, mais il a mis les moyens pour justement essayer de démarrer ce bras de fer. Donc pour l'instant effectivement, il est en termes de force
le plus avantagé. Après, il faut voir. Donc, s'il y a des négociations qui s'ouvrent, jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va durer quelques heures? Est-ce que ça va durer plusieurs jours? Est-ce que ça va durer des semaines? Est-ce que ça va s'étirer? Et jusqu'à quand, si les Iraniens ne sont pas sérieux dans leur volonté de négocier? Parce que faut dire que les objectifs du président américain, ils sont énorme. En fait, c'est une demande de capitulation de l'Iran. Est-ce que les Iraniens vont accepter? Est-ce que le régime va accepter? C'est pas certain. Donc, pour l'instant, Donald Trump n'a rien obtenu. Il a réussi à ouvrir une fenêtre de discussion. On n'en est que là pour l'instant. Et c'est pas dit. Voilà. Donc, si jamais ça n'aboutit pas, il va de nouveau y avoir une tension. Et là, il va falloir qu'il se pose la question d'une intervention. Guillaume Le Guen, on peut voir ça comme ça aussi. C'est-à-dire qu'attention, il a déjà mis le doigt dans l'engrenage russe, où il a bien vu que les Russes ne négociaient jamais, finalement. Il peut commencer la même chose avec l'Iran. C'est ce que disait Didier Djadi tout à l'heure. Il négocie rien, les mollahs. Oui, disons que la négociation avec l'Iran, c'est une vieille histoire. On se souvient que dans les années 2000, un groupe de discussion avait commencé avec les 5 membres du Conseil de sécurité, l'Union européenne, ça s'appelait le 3+3. Et donc il y avait les Occidentaux d'un côté et l'Iran de l'autre. Et à la fin de ce groupe, on avait abouti à ce qu'on appelle l'accord de Vienne en 2015, qui était un accord qui portait sur le ralentissement, non pas l'arrêt, mais le ralentissement du programme nucléaire militaire iranien. Et c'est cet accord qu'en 2018, M. Trump a dénoncé en disant il n'est pas assez contraignant pour les Iraniens. Donc aujourd'hui, en tout cas, si on entend les Iraniens, parce que j'ai pas encore entendu le président Trump confirmer qu'il y avait ce format de négociation, mais si un tel format est constitué, on va s'embarquer sur une négociation qui effectivement peut être extrêmement longue, parce que les Iraniens, sans faire du culturalisme, ce sont quand même des spécialistes de la dissimulation, le mensonge. Vous savez, ça a aussi un rapport avec la religion chiite. Donc, ce sont des peuples qui ont longtemps été cachés du fait de leur religion, parce que la religion dominante dans l'islam, c'était le sunnisme. Donc, il y a tout ce qu'on appelle la taqiyya, il y a toute une stratégie qui est, disons que le mensonge est autorisé si c'est pour sauvegarder l'intérêt primordial de la nation. Donc, ça peut être ce type de négociation qui s'engage. Ça peut être aussi très surprenant. Je reviens sur ce qu'il disait tout à l'heure, là, l'idée qu'il puisse être directement en lien avec le président iranien. Moi, je trouve que ça ressemblerait bien à M. Trump. On se rappelle que sous son premier mandat, rappelez-vous, sur un autre dossier dont on parle un peu moins, la Corée, il avait accepté de rencontrer physiquement le dictateur nord-coréen. Ça avait été un bide aussi, hein. Alors, c'est absolument pas l'assurance du succès, ça, je suis d'accord avec vous. Simplement, ça faisait, comme il dit, de bonnes images. Je ne suis pas sûr que le voir serrer la main d'un président iranien, ça soit très porteur sur le plan électoral aux États-Unis. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que c'est une victoire, une petite victoire, une victorinette, une toute petite victoriette pour lui, là, c'est-à-dire d'avoir tordu le bras et d'amener les Iraniens à dire stop, on négocie, stop. Moi, je trouve que la série d'informations qui sort d'Iran depuis quelques jours montre quand même que les Iraniens se méfient beaucoup. Je ne sais pas si on l'a évoqué, il y a eu le fait que l'un des opposants les plus en vue a été relâché après avoir été menacé de pendaison. Il y a un temps, on a cru qu'il était menacé de pendaison. Effectivement, son avocat a fait savoir qu'il avait été laissé libre sous caution. Tout à fait. Il y a eu également la décision des Iraniens de ne pas mener ces opérations, ces exercices à balles réelles. C'est normal. Ils n'ont aucun intérêt à une intervention américaine. Ils n'ont aucun intérêt. Chacun se bloque. Pour moi, chacun se bloque dans cette période. Isabelle Saporta, vous n'en démordez pas. Pour vous, alors pour vous, c'est intéressant parce que vous avez une lecture. Vous êtes presque jusqu'au boutiste que l'ami Didier Djadi avec nous. Vous dites Trump se déballonne. On assiste à un grand déballonnage international. Il s'est déballonné surtout. Il se déballonne là. Il laisse tomber le peuple iranien. On peut. Ça dépend d'où on se pose. Si on se pose comme vous, Didier, du point de vue du peuple iranien, il laisse tomber le peuple iranien. Alors j'entends que il arrivera peut-être à avoir quelques trucs de la part du régime en place. Mais enfin, en vous entendant, vous mettez quand même beaucoup de bémols. J'ai pas l'impression que ce soit quand même que ce soit une vraie réussite à venir. Juste parce que vous avez fait tout à l'heure en parallèle avec la situation au Venezuela, moi je la lis pas de manière aussi pessimiste que vous, parce que bien sûr il y a pas Machado encore... est au pouvoir. Écoutez, il y a quelque chose d'autre que des proches de Maduro. Qu'est-ce qu'elle vient de dire la présidente? Rome ne s'est pas faite en un jour. Moi ce que je remarque, c'est qu'il y a des libérations importantes d'opposants politiques. Il y a une loi libéralisant le secteur de l'économie du pétrole. Il y a quand même des intentions de se rencontrer entre le président américain et le président vénézuélien. On n'est pas dans une situation qu'on aurait pu imaginer au début, d'ailleurs, où tout était faux. C'est-à-dire que le Venezuela restait complètement hermétique à l'influence américaine. Je trouve que cette influence américaine se manifeste progressivement. Si c'est le cas en Iran, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour le peuple iranien. Bon.
Il est plus optimiste que moi. Il est plus optimiste que vous. On avait entendu Didier à l'instant, mais il déjà dit. Mais les amis, il y a quand même quelque chose qui a attiré mon attention. Vous vous souvenez de OSS 117, Le Caire, ni d'espions. C'est pas Le Caire, ni d'espions, c'est Téhéran, ni d'espions. On découvre peu à peu ce qui peut être communiqué au grand public, c'est que la CIA est ultra présente en Iran. Et alors, le Mossad, les renseignements secrets israéliens, alors là, je pense qu'ils vont y passer leurs vacances. Non, mais la pression est maximale. Il y a la pression militaire que l'on voit à l'œuvre avec l'armada, ça y est, qui est postée dans le Golfe Persique. Et la pression qu'on ne voit pas avec ces espions, effectivement, américains et israéliens qui, visiblement, sont partout à Téhéran. Et ça, le régime, ça ne fait qu'alimenter la paranoïa sur le régime. Et il y a eu un événement hier, quand même, c'est que l'ayatollah Khamenei est apparu en public. Ça faisait 2 semaines qu'il était silencieux. Et donc, il a accusé les manifestants d'avoir tenté de mener un coup d'État. Et il a menacé les États-Unis. Est-ce que c'est le signe d'une grande fébrilité ou pas ? On l'écoute. Les Américains doivent être conscients que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Vous nous expliquez là ce qui se passe ? Les applaudissements quand ils menacent les États-Unis comme ça là. Il n'a pas changé. Il ne faut pas croire, effectivement, les promesses de la part de ce régime-là. Il dit qu'on est toujours dans la bagarre contre les États-Unis, là. Et donc, ce qui est important, pardonnez-moi, chers collègues, là, ce qui se passe, là, c'est une séquence du cinéma islamique. Donc, Khamenei n'a pas changé. C'est lui qui détermine les décisions, là. N'oublions pas, 3-4 éléments indispensables dans le contexte aujourd'hui là. 1, absolument des attaques ciblées sur le régime iranien et le système de commandement pour fragiliser, voire provoquer une certaine paralysie sur le système de décision. 1. Deuxième élément... Ça, c'est des attaques qui sont menées par qui, ça ? Par les Américains. Par les Américains. Absolument. Deuxième élément, il faut qu'il y ait effectivement du mouvement sur le terrain. Et je vous annonce, effectivement, ça je l'ai ici, là, hier, eh bien, un certain nombre d'universités, les mouvements des étudiants à recommencer, si vous voulez, là. Il y a des images, il y a le film, là. Donc, c'est le deuxième, disons, élément qui conditionne. Troisième élément, c'est qu'effectivement, en Iran, ce n'est plus le vide qu'on évoquait à chaque fois. Non, il y a aussi une certaine alternative réservée à la vie et que cela montre qu'effectivement, les Iraniens se mobilisent également sur cette figure, pas la totalité des Iraniens, mais pour dire qu'effectivement au monde, que là, il ne s'agit pas d'un élément complètement vide. Et enfin, le quatrième élément, si vous voulez, le système, il est très très fragile. Bien sûr, les contradictions internes du régime, on a des échos aujourd'hui là, on a des éléments qui nous arrivent, qu'à l'intérieur du régime, effectivement, les bagarres sont de plus en plus intense, si vous voulez, entre les différents groupes du pouvoir, là. Et si jamais Khamenei, il est assassiné, eh bien là, il y aura véritablement une nouvelle situation. Je dis pas qu'il s'agit donc de la victoire du peuple, là, mais il s'agit d'une accentuation d'un processus vers le changement, et cela, bien évidemment, même si notre ami, il est un petit peu pessimiste, mais nous, les Iraniens, on a appris qu'effectivement, avec ce régime-là, l'affaire n'est pas simple, il faut continuer la bagarre. Contre le régime, on a envie de savoir ce qui se passe en sous-main. Raphaël Jérusalemi est en direct avec nous. Bonjour, vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. On l'avait vu lors de l'attaque massive d'Israël sur l'Iran à la mi-juin 2025, qui avait eu le fait que Israël ait réussi à frapper le régime au cœur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dirigeants qui avaient été éliminés. Tout ça, c'était grâce à un travail de longue haleine d'agents du Mossad qui étaient infiltrés, notamment à Téhéran. Est-ce que, en vue d'une peut-être frappe états-unienne dans les prochains jours, est-ce que ça se base aussi sur un travail en sous-main d'agents infiltrés, que ce soit de la CIA ou du Mossad ? Absolument. Et depuis de longues années, le Mossad et le CIA, qui d'ailleurs travaillent assez bien main dans la main, sont implantés en Iran, à l'intérieur de l'Iran, à tous les niveaux possibles et imaginables. Car l'avantage
de l'Iran, c'est qu'il y a un potentiel énorme duquel recruter des personnes qui vont travailler avec le Mossad ou la CIA contre le régime des mollahs, que ce soit des petites mains dans la rue, des étudiants, des ouvriers mécontents, que ce soit ethnique, que ce soit théologique, si ce sont des sunnis, que ce soit des règlements de compte à l'intérieur même de la hiérarchie de l'armée. On a parlé très justement des rivalités internes, par exemple entre l'armée régulière et les gardiens de la Révolution, qui permettent effectivement d'être exploités et d'avoir des agents doubles qui le font soit pour régler des comptes, soit par revanche. Donc il ne faut pas oublier, en plus, donc vous avez les agents israéliens, américains véritablement, mais vous avez, tant aux États-Unis qu'en Israël, une énorme diaspora iranienne. En Israël, vous avez plus de 150 000 Israéliens qui sont soit nés en Iran, soit de parents iraniens qui parlent couramment le perse et qui connaissent toute la gestuelle et toutes les coutumes de l'Iran. La diaspora mondiale iranienne, c'est 4 millions de personnes. Vous en avez énormément aux États-Unis, parmi lesquels recruter des gens qui travailleront, qu'on peut infiltrer. Et en Iran même, comme je l'ai dit, il y a toutes ces strates différentes qui s'opposent au régime, qui sont donc repérées, recrutées et activées par des agents israéliens ou américains. Certains vont jusqu'à être exfiltrés, entraînés, soit en Israël, soit aux États-Unis, soit parfois plus près dans le Kurdistan irakien, et réinfiltrés comme, mais là on parle des agents déjà de haut niveau, et donc les petites mains, les agents recrutés, formés de haut niveau, et les personnes recrutées dans la hiérarchie militaire ou politique iranienne qui sont prêtes à coopérer. C'est fou ce que vous nous dites, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut voir dans les séries, je pense à l'excellente série Téhéran, la série télévisée, où on voit justement des agents, une femme agent israélien des services qui est bloquée dans la ville de Téhéran, dans une certaine adversité. Bon, c'est le principe de la série. Vous nous dites, contrairement à cette série, il n'y a pas que des agents israéliens sur le sol iranien, mais on est au contraire dans un pays où il y a énormément d'agents iraniens qui travaillent pour les Israéliens. C'est logique quand on vous écoute, puisqu'il y a tellement de divisions à l'intérieur et il y a tellement d'Iraniens qui souhaitent sortir de la République islamique d'Iran, enfin sortir de ces années de régime, qu'ils soutiennent aisément les services de renseignement, soit américains, soit israéliens. Mais ce sont, pour la plupart, dites-vous, des Iraniens. Ce sont pour la plupart des Iraniens, et on peut parler d'une véritable armée sur place, au sol, des milliers de personnes, disons-le clairement. Je l'ai dit, ça va des petites mains, ça peut être même parfois pécunier. Il y a une pègre en Iran, la mafia, ça marche aussi très bien. Les passeurs, les contrebandiers, les saboteurs, pour de l'argent comptant, tout simplement. Mais en gros, en Iran, vous avez tout le reste. Vous avez énormément de gens qui sont discriminés, qui ont maille à partir avec le régime des mollahs. Les ethnies, c'est évident, les Baloutches, les Kurdes, les Sunnis, etc. Et donc, ça veut dire que le régime tous ces gens-là ont été recrutés au fil des années. À vous entendre, le régime est extrêmement fragilisé. Quand on voit que le guide suprême se terre dans un bunker, visiblement, d'après plusieurs sources concordantes, est-ce que vos services seraient capables de le localiser ? On sait exactement où il se trouve, la décision est politique. Il peut être éliminé à tout moment. On connaît toutes ses habitudes, tous les protocoles de toutes les alertes possibles et imaginables. On sait qu'il ne sera pas éliminable par un bombardement, vu la profondeur et le renforcement du bunker. Ça ne pourra être que par une opération des forces spéciales. On a les plans du bunker. On sait exactement où est l'électricité, où est l'aération. La décision, véritablement, sans rentrer dans les détails, la décision est une décision politique. Donald Trump le sait et Khamenei le sait. Je terminais juste en disant que Khamenei sait que Donald Trump peut l'éliminer à tout moment. Et je pense qu'il y a la possibilité, si je peux me permettre par rapport à ce qu'il a dit auparavant, qu'il y a un coup de téléphone, vous l'avez dit d'une façon amusante, mais un coup de téléphone de Trump à Khamenei en lui disant, tu sais quoi, laisse-moi faire une frappe symbolique pour pas perdre la face, parce que j'ai quand même amené toute mon armada. Laisse-moi taper un peu. Et puis en échange, eh bien, on va passer un deal, un accord sur le nucléaire, et j'enlèverai quelques sanctions. Il est capable de faire un deal avec Khamenei d'une frappe plus ou moins limitée pour sauver la face, et en lui disant, sinon, si tu ne marches pas dans la combine, eh bien, moi j'appuie sur le bouton vert élimination.
Extrêmement intéressant. Vous restez avec nous, juste on fait un petit détour par Tel Aviv parce que notre journaliste nous attend, Betsabé Salem. Vous écoutez aussi nos conversations. On parlait de ces pourparlers où d'un côté il y a le président iranien qui ordonne à ce gouvernement de commencer ses pourparlers avec les États-Unis. Donc d'un autre côté Donald Trump qui multiplie les déclarations dans le sens de négociations. Est-ce que ça arrange Benjamin Netanyahou ou lui préférait plutôt des frappes ? Ça n'arrange ni Benjamin Netanyahou, ni tout l'appareil sécuritaire. Ici, en Israël, on considère que Téhéran n'est pas du tout de bonne foi, que l'Iran cherche à gagner du temps et fait tout pour juste éviter une attaque américaine. Israël préfère clairement la voie militaire pour mettre fin de façon définitive, si possible, au programme balistique et nucléaire, même si cela d'ailleurs représente des défis et des risques pour Israël, puisque selon plusieurs publications étrangères, déjà Téhéran est parvenu à transférer des installations militaires et de défense dans des zones montagneuses, dans des zones souterraines, donc difficiles d'accès. Et puis aussi, on le rappelle, les services de renseignement israéliens considèrent que Téhéran est parvenu à reconstituer son arsenal de missiles balistiques, 1500 à 1800 missiles balistiques qui arrive en Israël en à peine 12 minutes. Donc ça, c'est un risque considérable aussi en cas de riposte iranienne. Malgré tout, Israël tente de convaincre la Maison-Blanche, bien sûr. Et l'un des moyens, c'est que, par exemple, Israël partage avec le Pentagone notamment des informations sensibles, recueillies notamment par le Mossad, dont on vient de parler à l'instant, sur la répression contre les manifestants, sur la production de ces missiles balistiques qui sont de plus en plus précis, de plus en plus meurtriers. Mais on le sait bien ici, finalement, ce sera Donald Trump qui prendra la décision finale et tout le monde ici, bien sûr, attend cette décision avec pas mal de stress. Merci Betsabé, merci à vous Betsabé Salem. On comprend clairement grâce à vous la position aujourd'hui, l'état d'esprit des Israéliens. Renaud Pilat, on a quand même appris une sacrée donnée tout à l'heure avec Raphaël Jérusalemi qui est toujours avec nous, ancien officier de renseignement israélien, qui nous dit plusieurs milliers d'agents de renseignement à des niveaux divers qui, sur le sol iranien, travaillent pour les Américains, travaillent pour Israël et travaillent plus généralement à la libération de l'Iran. Oui, c'est extrêmement impressionnant et précieux ce témoignage parce que, et hier soir sur LCI également, un de vos collègues, je dirais ancien chef d'un commando d'élite de Tsahal, expliquait que, en gros, vous connaissez par cœur l'organigramme du pouvoir en Iran, vous quotidiennement remplissez les cases lorsqu'il y a des nominations, lorsqu'il y a des défections, vous connaissez tout ça par cœur. Mais je reviendrai sur ce que vous avez dit sur Khamenei, vous savez où il est, vous connaissez son bunker. Avec une décision politique, on pourrait imaginer bien sûr que ça soit Trump. Donc vous dites, vous, qu'un commando américain ou aidé par les Israéliens, ce serait pas compliqué d'éliminer Khamenei? Beaucoup disent, s'il est loin dans le territoire iranien, il faudrait quand même que les autres reviennent, et dans ce cas-là, il pourrait être éliminé. Ouais. Alors, pas compliqué, faut pas exagérer, c'est compliqué, mais c'est surtout impossible sur le plan d'un bombardement par avion. Ah oui. Il s'est obligé d'être une infiltration, compliquée certainement, puisque par exemple, on sait que à l'intérieur de ces bunkers, en fait, quand on dit bunker, c'est un peu limitatif. C'est un réseau de bunkers, de tunnels. C'est presque un village souterrain. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a un dans les montagnes, à Abros, c'est le plus important, à des dizaines de mètres sous terre. Mais ce sont des réseaux souterrains qui permettent donc de se déplacer, de s'enfuir et de se réfugier dans des salles fortifiées dont les parois sont en acier. Il faut venir avec des découpeurs d'acier pour pénétrer dans certaines de ces salles. Donc c'est extrêmement compliqué, bien sûr, et risqué pour des forces spéciales de mener une telle opération. Mais elles se sont entraînées, et comme je l'ai dit, on a les plans de ces endroits, et on peut s'entraîner donc sereinement chez soi pendant des mois, comme ça a été le cas d'ailleurs pour le Venezuela avec Maduro, des entraînements pendant des mois, pour opérer, avec bien sûr les risques que ça comporte, mais il y a de moins en moins de sécurité autour de Khamenei parce qu'il fait de moins en moins confiance à son entourage. Il est en pleine paranoïa. Il a déjà viré pas mal de personnes qui étaient déjà très expérimentées, des officiers supérieurs de sa sécurité qui avaient beaucoup d'expérience, qui ont été limogés
parce qu'il se méfie d'eux, donc je pense qu'il dort pas très bien la nuit. C'est un régime extrêmement fragilisé que vous décrivez là. Imaginons alors que ces pourparlers perdurent entre Donald Trump et ce régime iranien. Est-ce que ça pourrait pas être considéré comme une grande reculade du président américain ? Après les promesses qu'il avait faites aux manifestants. Ouais. De toute façon, les promesses aux manifestants, la reculade, elle est là. Elle est là. Donc, et de toute façon, dès qu'on parle de ces objectifs de Donald Trump, l'aide aux manifestants ne fait pas partie, c'est pas une fin en soi. Donc même si dans l'entourage de Donald Trump vous en avez qui plaident, je pense au sénateur Lindsey Graham pour un changement de régime et qui appellent même les manifestants à continuer de sortir dans la rue. Mais non, effectivement, il faut pas que cette situation s'étire trop longtemps parce qu'effectivement, sinon Donald Trump apparaîtrait comme l'homme qui s'enlise dans une situation, dans une négociation, et on pourrait vite faire le parallèle avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Mais en même temps, je rappelle que l'accumulation de moyens militaires autour du Venezuela, ça a pris des mois. Donc si les Américains, ce que je pense, ont un plan, je ne sais pas s'ils vont l'appliquer, mais s'ils ont un plan, je pense qu'ils vont aussi prendre leur temps. C'est-à-dire ils vont mettre tous les moyens nécessaires, ceux sur lesquels ils communiquent, ceux sur lesquels ils communiquent pas et qu'on connaîtra peut-être le jour venu. Je rappelle que la guerre des 12 jours l'année dernière, les bombardiers, ils sont venus des États-Unis. Ils n'étaient même pas présents sur place, ceux qui ont détruit les installations nucléaires iraniennes. Et d'autre part, la deuxième information que je voulais juste rappeler, c'est que quand le guide appelle à une guerre régionale, il n'est pas ultra crédible, parce qu'aujourd'hui, l'axe de la résistance, il est extrêmement affaibli. Le Hezbollah, on discute de son désarmement au Liban. La Syrie, c'est fini. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé ici, mais la fin du territoire kurde, c'était pas une très bonne nouvelle non plus pour les Iraniens, parce que malgré tout, ça affaiblissait un pouvoir favorable à leurs ennemis. L'Irak est en train de nommer son Premier ministre. Elle n'a pas nécessairement l'intention de rentrer en guerre aux côtés des Iraniens. Donc au fond, à part les Houthis qui sont tout au fond de la péninsule arabique, alors bien sûr, ils peuvent perturber un certain nombre de choses, mais ils vont pas enflammer à eux seuls le Moyen-Orient. Bien sûr. Non. Bien, ouais. Oui, il y a quand même une autre chose, c'est le calendrier interne de Donald Trump. Il a aussi des élections à mener, il a des déplacements à faire. Donc il a quand même d'autres dossiers sur lesquels il va falloir qu'il soit présent. Donc cette situation, il ne peut pas la laisser s'enquister trop longtemps. Sauf si M. Ramenei a vu M. Epstein. Oui, c'est ça. Non, mais parce que c'est vrai qu'il y a des répercussions. Exactement, il y a des répercussions sur le plan intérieur, effectivement, ces dossiers Epstein dans l'administration Trump. En tout cas, ce régime visiblement extrêmement affaibli. Comment fonctionne-t-il ? On parle des gardiens de la Révolution, vous le savez, qui ont été placés sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne il y a quelques jours. Eh bien, ces gardiens de la Révolution, ce sont eux qui étouffent chaque contestation, ce sont eux qui s'accaparent toutes les richesses du pays, alors que le peuple, on le rappelle, quasiment meurt de faim. On fait le point avec Olivier Santiquier et David Pires. 80 millions d'Iraniens, mais une élite pour contrôler 60% environ de l'économie d'un pays, classé 151e sur 180 en termes de corruption. Sous l'autorité de l'ayatollah Ali Khamenei, 3 grands acteurs se partagent le butin, notamment les hydrocarbures. D'abord les gardiens de la révolution, une armée parallèle, toute puissante, qui a noyauté l'intégralité des secteurs économiques, même le trafic de drogue. Certains cadres ont mis la main sur des ports entiers, où chaque marchandise génère une dîme. Comme ils sont douaniers également, on a des marchés qui sont liés au pétrole. Par exemple, l'Iran pourrait raffiner son pétrole, mais il ne le fait pas parce que ça enrichit les gardiens de la Révolution d'envoyer du pétrole en Inde, par exemple, une commission au passage, et puis ensuite de le réimporter raffiné, commission au passage. Ils captent chaque année des milliards d'euros, investis ou déposés un peu partout à l'étranger. Face à eux, le secteur privé n'a aucune chance. Ils dominent tout, donc ils peuvent très facilement éliminer et écarter quelqu'un qui est sur leur chemin par des menaces, par des éliminations, des sanctions non justifiées ou des emprisonnements. Deuxième rouage, les fondations religieuses. Elles aussi exploitent les terres, les mines, les forêts, jusqu'à la prostitution selon les opposants iraniens. Enfin, il y a l'omnipotent guide de la révolution et son conglomérat tentaculaire, le CETAD. Dès 2013, l'agence Reuters estimait ses actifs à une centaine de sociétés et 80 milliards d'euros. Les experts iraniens eux-mêmes pointent un pillage généralisé au bénéfice d'une ultra-minorité.
Environ 12 000 personnes du pays ont consommé près de 110 milliards de devises. Elles n'ont fourni de bilan financier à aucune institution et n'ont pas été contrôlées. Au-delà de l'enrichissement personnel faramineux, ces détournements alimentent le programme nucléaire de l'Iran. Le Conseil national de la résistance estime son coût jusqu'ici à près de 1 700 milliards d'euros. Vous, Didier Djadi, le réfugié politique iranien, l'universitaire français, si vous m'aviez dit cela, je ne vous aurais jamais cru. J'aurais dit, bon, Djadi délire dans son délire complotiste d'opposant au régime, je ne vous aurais jamais cru. Pourtant, c'est délirant. Les milliards des mollahs qui sont de l'accaparation, qui sont pas des milliards au service d'une cause collective, c'est stupéfiant. Donc voilà un régime qui, comme Maduro au Venezuela, accapare les richesses du pays. Absolument. Dès le lendemain de la révolution islamiste en Iran, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effectivement dépossédé la classe dominante de l'époque du Shah. Eh bien, tous les biens de ces gens-là ont été accaparés par le régime dans le cadre des fondations religieuses qui existent aujourd'hui là. Donc, le système du pouvoir en Iran là, donc qui s'appuie sur ce qu'on appelle Beit. Et puis, il y a 4 piliers. Les 4 piliers, ce sont des organismes fondamentaux qui sont des mécanismes financiers et de contrôle des sociétés. Et n'oubliez pas également, les pastorants ont à gérer, entre guillemets, 1000 sociétés économiques. 1000 sociétés économiques. Enfin, pardon, juste, à l'époque du Shah d'Iran en 1979, il y avait aussi une sacrée concentration des richesses. Oui, mais c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Non, pas pareil, mais c'était pas un pays égalitaire. Non, personne ne dit cela, bien évidemment. Mais quand on compare, disons, les deux phases, c'est-à-dire avant, moi, j'étais contre, évidemment, le régime du Shah également là. Mais en même temps, en analysant sur le plan économique et social, c'est pas pareil. Donc, la concentration du pouvoir, la concentration des capitaux dans le cadre, effectivement, de ce qu'on appelle... Mais c'est qui ces gens-là? C'est sans précédent. Ces nouveaux milliardaires, enfin ces milliardaires entre guillemets, ces multimillionnaires issus de ce régime-là depuis 40 ans de la République islamique d'Iran, c'est quoi? Ils envoient leurs enfants dans les universités américaines. Que font-ils de l'argent? Bien évidemment, l'argent, si vous dites bien évidemment, vous dites que les mollahs envoient leurs enfants à Princeton, à Harvard ou à Yale. Bien évidemment. L'ensemble, disons, de cette élite islamiste, effectivement, ont des possibilités d'envoyer leurs enfants, voire une partie de leur famille, à l'étranger, en Occident et également au Canada. Surtout, il y a une grosse concentration, disons, des gens du régime, ainsi qu'aux États-Unis et également, et en France aussi, on en a quelques-uns. Eh bien, ils profitent effectivement de l'Occident, de l'accueil de l'Occident. Ils envoient ces gens-là ici, mais en Iran, et même, effectivement, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est la misère. Vraiment de plus en plus grave pour la population. Et n'oublions pas une chose là, la recette pétrolière iranienne là, elle va où cette recette? Selon les consignes et les recommandations données par Khamenei, la recette pétrolière doit aller vers le système nucléaire et les exercices et l'activité militaire. Donc ça ne rentre pas dans le budget de l'État pour pouvoir financer la totalité, disons, des actions. D'accord. Et lui, il a demandé que le gouvernement iranien doit se baser sur la fiscalité, c'est-à-dire augmenter des impôts pour pouvoir financer les actions donc du gouvernement. Donc effectivement, l'injustice, c'est sans précédent en Iran, et un pays si riche, 2/3 de la population iranienne se trouve aujourd'hui en situation de pauvreté et pauvreté absolue. Oui. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Didier pour bien situer pour les téléspectateurs. En 1980, c'est-à-dire juste après la Révolution, l'Iran, c'était un pays qui avait un PIB équivalent à celui de la Turquie. Et les deux pays, si vous voulez, ont à peu près la même population, à 10 millions près. Aujourd'hui, la Turquie, qui est pourtant c'est pas la Suisse, la Turquie a un PIB 4 fois supérieur à celui de l'Iran, alors que l'Iran est un des pays les plus riches au monde sur le plan des hydrocarbures. Donc non seulement cette population, elle est privée par le régime de revenus, mais globalement, si vous voulez, la République islamique n'a pas été une bonne opération sur le plan économique. Vous allez maintenant nous parler d'un ange. La transition est pas facile. Mais parce que c'est une semaine capitale, on reviendra sur la situation en Iran, évidemment, tout au long de l'après-midi et demain. Mais d'abord, on voulait vous montrer ce visage. À qui vous fait-il penser ce visage ?
À un ange. Giorgia Meloni, Hélène, effectivement. Alors ça, c'est une polémique qui enfle en Italie. Une fresque de la basilique San Lorenzo in Lucina à Rome vient tout juste d'être rénovée. Et parmi les tableaux restaurés, donc, il y a celui-ci, un ange aux côtés du dernier roi d'Italie. Et ses traits, en effet, ressemblent étrangement à ceux de l'actuel chef du gouvernement italien. Donc l'opposition s'en est emparée et s'étrangle. Par exemple, le mouvement 5 étoiles qui dit « Nous ne pouvons pas permettre que l'art et la culture deviennent des instruments de propagande. » Ça a toujours été, hein. Oui, ça rappelle des mauvais souvenirs. Là, il n'y a pas de doute, hein, Isabelle. Hein. Il y a zéro doute, là. Elle a tweeté qu'elle n'était pas un ange sur Instagram. Giorgia Meloni a pris la polémique de façon un peu ironique en disant « Je ne suis certainement pas un ange » avec un petit emoji qui rigole. Et l'artiste s'est défendu en disant « Non, mais moi, j'ai pas voulu copier. Chacun jugera, chacun y verra ce qu'il veut. Mais j'ai pas voulu faire. » En tout cas, le Vatican, ça ne lui a pas plu en disant qu'il fallait pas faire de politique dans l'art. Et il y a une enquête qui a été diligentée quand même par le ministère de la Culture. Il y a toujours eu de la politique dans l'art. Pardon. Rappelez-vous, Poutine avait fait la même chose dans sa cathédrale sur des forces armées. Il était représenté en mosaïque. Ouais. Voilà. Bon, finalement, ils ont reculé. Comment vous trouvez ça, Isabelle? Ça vous amuse ou... Ouais. De toute façon, il y a toujours eu des faillots, et partout sur toute la Terre. Donc là, vous avez le faillot d'honneur qui, effectivement, a manifestement rénové cette peinture en lui mettant les traits de Mélanie. Et par ailleurs, vous avez toujours eu, que ce soit effectivement l'architecture, regardez ce qu'ont fait les fascistes, regarde ce que fait Donald Trump avec sa salle de bal. Je veux dire, de dire que l'art et la politique, ça n'a jamais fait bon ménage, ça n'a jamais fait que ça, en fait. Ménage. Voilà. Renaud. C'est vrai, non? Non, mais... En Italie, tout est possible. Tout est possible. Vous savez, quand vous discutez avec des Italiens, et moi je suis étonné, je leur dis, mais des opposants de gauche, je dis, mais pourquoi il se passe rien depuis que Meloni est au pouvoir? Il se passe rien. Il y a aucune manif. Il y a aucun mouvement de désobéissance civile. Il se passe rien. Et les Italiens répondent, mais attends, mais en France, mais vous êtes au millième de ce qu'on a fait. On a eu les années Berlusconi. On a aujourd'hui des dirigeants de la RAI qui sont nommés par le pouvoir Meloni. Quand Meloni est arrivée, elle a viré des gens de la télévision publique. Donc je suis pas étonné, Isabelle a raison. De tout temps, en tout cas autrefois, avant les révolutions, l'art était au service de la politique. L'art était au service... Donc voilà, mais en Italie, ça fait partie, je dirais, C'est normal. Bon, on verra ce que l'inspection des... Non, mais du décor. Et nous, nos romanciers qui, à chaque campagne électorale, suivent un candidat et font un roman extraordinaire tout à la gloire de ce candidat. Enfin, on est pas mal dans les faillots chez nous. Non, mais je suis pas trop d'accord avec ce que vous dites. Ce qui se passe, c'est qu'en Italie, y a pas, Mélanie réussit plutôt pas trop mal. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle est moins contestée. Oui, je suis d'accord. Voilà, si jamais Emmanuel Macron, dans la France de 2026, avait fait ça, il avait eu son ange à son effigie. Mais avec les lunettes. Alors les gens s'immolaient par le feu devant la cathédrale Notre-Dame. Avec les lunettes, s'il y a eu un ange avec des lunettes, qu'on le reconnaisse bien. Ça donne des idées à certains artistes. Merci à tous. On a Merci beaucoup. À demain, midi, bien évidemment. On se retrouve pour Brunet sans filtre. Mais restez avec nous en attendant. Christophe Moulin arrive pour LCI Direct. Bon après-midi à tous. À bientôt, les amis.